t'es trop fragile, fragile. Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2019, 6 novembre 1982. 37 ans que Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun, est à la tête de ce pays, Madame, Monsieur. Ce jour est une célébration particulière pour les militants du RDPC, mais surtout pour les biaïstes, ceux qui estiment porter la doctrine du biaïsme. On va clairement dire que Cameroun Tribune ce matin nous fait un titre bien éloquent. Cameroun Tribune qui titre en grande une ce matin « Renouveau en 37, l'objectif n'a pas changé, le décollage économique et la prospérité du Cameroun reste la préoccupation majeure. » La prospérité du Cameroun reste la préoccupation majeure. Sauf que beaucoup de gens s'interrogent si l'objectif n'a pas changé, c'est donc quoi? Ça veut dire qu'en 37 ans, on a passé le temps à poursuivre ce but-là et il n'a pas été atteint, ou simplement il n'y avait qu'un seul objectif. Beaucoup estiment que c'est 37 ans en classe de cours moyen 2 et que ça n'a pas changé. On doit devoir passer en classe de 6e ou tout au moins avoir le CEP. En tout cas, Madame, Monsieur, nous aurons l'occasion d'en parler dans cette émission ce matin pour comprendre comment le président Paul Biya a réussi à se maintenir au pouvoir aussi longtemps. Cette longévité étonnante interroge ce matin, Madame, Monsieur, sur comment le Cameroun a vécu son accession au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme chaque matin, nous sommes en place sur ce plateau. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le Cameroun se trouve en classe de cours préparatoire, dont les premiers objectifs, c'est la copie. La copie et l'écriture. On copie et on colle. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui au Cameroun. Au CP. Au CP. Cours préparatoire première année. Voilà. Monsieur Eric Fopoussi, je salue les élus de l'extrême nord qui ont désormais cette verve de pouvoir s'exprimer. Je salue l'honorable Amadou Sali. Je salue l'honorable Aman Chioto, qui ont pris sur eux de dire qu'ils ont fait 37 ans dans le noir. Aujourd'hui, leurs yeux sont ouverts et ils ont décidé de ne plus marcher. La fille aînée s'est révoltée. Elle est en train de se révolter. Malheur à vous, elle va entraîner ses frères et ses sœurs s'ils ne l'ont déjà suivi. Voilà. Honorable Amadou Ali, Diamare Est, honorable Aman Choto, Mayokani Akaili là-bas, extrême nord du Cameroun, tous députés RDPC. C'est intéressant que la vérité sorte de la bouche de ceux qui sont proches du pouvoir. On peut bien imaginer que nous, qui sur ce plateau, disons tous les jours que ça ne marche pas, il y a beaucoup trop de goulot d'étranglement, il y a beaucoup trop de retard dans ce pays. On ne croit pas en nos paroles, désormais que ce sont des députés RDPC qui le disent. J'espère que tout le monde devra désormais, évidemment, s'en accommoder. Alors, Monsieur Bachou, oui, allez-y rapidement. Monsieur Eric Fopoussi, nous allons souhaiter aussi une bonne célébration à ces crabes que nous appelons élites dans l'Ouest, qu'ils ont choisi de célébrer M. Eric Fopoussi, alors qu'à côté, à quelques pas d'eux, à Bafoussam, on est encore en train de pleurer. On m'a appris ce matin qu'on a brandé tout, on a bien décoré l'esplanade pour célébrer l'an 37, alors qu'à quelques pas, pourquoi ne pas annuler cette fête et tout simplement pleurer les morts, M. Eric Fopoussi. On va boire du champagne, on va boire alors qu'à l'hôpital, il y a des gens qui se demandent s'ils remarcheront un jour, alors que nous avons des enfants qui ont perdu leurs parents, toute une famille. Des familles, 43 personnes. C'est lourd, monsieur Eric Fopoussi. Très, très lourd, Charles Bachou. On va évidemment se rendre compte que c'est malheureusement le cas dans ce pays pour toutes les régions où les élites
ont abandonné la honte, ont vendu la honte aux chiens. Un homme politique appelle ça du vampirisme politique. Alors, également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sotia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Une question me taraude l'esprit depuis hier soir. Que célèbre-t-on ce 6 novembre 2017? 1. L'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. 2. L'accession de l'homme lion à la magistrature suprême. C'est tout ça, Milaïf. Voilà, 6 novembre 2019. Hein, C'est tout ça, Milaïf. 2019. Alors, également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et d'abord à vous, Charles Lamel, qui ne vous dit pas que l'objectif du renouveau était de rendre en larmes le peuple camerounais. Donc, les élites de l'Ouest, là, ils sont. Peut-être c'était ça l'objectif. Donc, Penda Ekoka, lui, n'est pas un élu. Il a été le conseiller économique de Paul Biya, pas de la présidence de la République, du président Paul Biya. Il a dit hier, je cite, le Cameroun est économiquement paralysé et à genoux. Fin de citation. Rappelons que sa conférence de presse qui devait se tenir à la Fondation Mouna à Yaoundé a été, comme vous le savez, bloquée, interdite par les forces de l'ordre. Il a dû se replier à son domicile privé pour faire un semblant de conférence de presse, malheureusement. Oui, dans un pays comme le nôtre, même que les conférences de presse ne sont pas, on va dire, d'enjeux comme celui de Penda Ekoka, on vous dit qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Malheureusement, nous y sommes, madame, monsieur, et c'est le Cameroun tel qu'il se porte avec Penda Ekoka. C'est le leader du mouvement Agir, allié de Maurice Kamto, souvenez-vous, du MRC pour la présidentielle 2018. Donc, Penda Ekoka, qu'on va suivre très prochainement, d'ailleurs, sur nos antennes, madame, monsieur. Alors, on va rapidement commencer l'émission de ce matin avec, comme vous le savez, la première rubrique. Laquelle première rubrique est animée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. La thématique que nous abordons ce matin met en scène les choix de carrière faits par nos parents. Et ça se voit à travers l'histoire de Sabrina et de son frère Jean-Paul qui racontent que depuis le début de leur instruction, leurs parents ont établi préalablement des plans de carrière. Il était question pour Jean-Paul d'entrer dans l'école polytechnique et pour Sabrina d'être magistrate. Les deux enfants racontent que durant leur adolescence, ils ne l'ont pas véritablement vécu parce qu'ils avaient des parents qui étaient tout le temps sur leur dos, qui leur disaient « vous ne sortez pas, vous ne faites pas ci ». Donc l'objectif primordial, principal de leurs parents, c'était de bonnes notes à l'école. Aujourd'hui rendus, du moins âgés entre 28 et 25 ans, toujours à l'école, ces deux disent qu'ils ne sont pas heureux. Ils ont envie de faire autre chose de leur vie, mais ils sont heurtés à des parents qui leur promettent des malédictions si jamais ils sortent du canevas tracé par leurs parents. Comment faire donc pour faire comprendre à nos parents que oui, leurs choix sont peut-être bons, mais on a les nôtres à faire. Alors, vous voyez, l'histoire de ce matin nous fera rapidement glisser dans la politique, parce qu'évidemment, la question de l'emploi, la question des débouchés, la question du chômage est liée à cette thématique. D'ailleurs, ce matin sur Radio Equinox, Sambaka, notre invité, nous signalait qu'à l'époque d'Aïdjo, il y avait le plein emploi, chacun pouvait avoir le luxe de choisir le métier qu'il voulait, il savait qu'il trouverait facilement de l'emploi, il y avait donc une certaine prospérité à cette époque-là. Il dit que ce n'est plus le cas aujourd'hui, et je lui ai posé la question, et d'ailleurs, il l'a dit, il le disait parce qu'il estimait que les Camerounais qui ont laissé faire l'immobilisme depuis 37 ans sont aussi quelque part les responsables de cette situation. Et je lui ai dit non, mais les Camerounais, je lui ai dit, mais les Camerounais veulent voir leurs enfants grandir. C'est ce que je lui ai répondu. J'ai dit, mais président,
les Camerounais veulent voir leurs enfants grandir. Il me dit, bon, écoutez, s'ils veulent voir les enfants grandir, qu'ils arrangent à ce que dans leur petite maison qu'ils ont pu construire, qu'ils aménagent une chambre où ils vont laisser, qu'ils vont laisser leurs enfants habiter, ils vont laisser les enfants habiter, et ensuite ils vont leur permettre de vivre avec femme et enfants jusqu'à ce que ces enfants-là grandissent, parce qu'il n'y aura pas de travail, il y aura rien pour ces enfants-là si rien ne bouge dans ce pays. Vraiment, dit comme ça me permet de voir qu'il y a aussi aujourd'hui un luxe et les enfants doivent aussi le comprendre à un moment donné. On a peut-être aussi les choix que nous voulons, les choix de carrière. Nous voulons faire certaines choses, mais il y a aussi la réalité et l'expérience des parents qui peuvent jouer également dans ce registre-là. Nous savons que dans les pays sérieux, vous avez par exemple des conseillers d'orientation qui sont ceux-là qui permettent aux enfants de déceler leur potentiel, de savoir quelles sont les choses pour lesquelles ils sont aptes justement dans le truc. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc malheureusement, ceux qui sont conseillers d'orientation, vous les voyez, ils font ce concours d'école normale supérieure juste pour le matricule. Ils ne sont jamais à l'école, ils ont leurs affaires. Et finalement, c'est ça. Donc, on se retrouve avec une jeunesse désorientée, oubliée, une jeunesse qui est ruinée de toutes pièces. Et malheureusement, on se retrouve avec des parents aussi qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants lorsqu'ils sentent que le secteur qu'ils choisissent n'est pas un secteur très porteur. Alors, bon, Bengan, on va dire que ça doit partir d'une clarification qu'on doit faire. Aucun parent ne veut que son enfant échoue. Oui, absolument. Il faut qu'on parle de ce principe. Oui. Voilà. Oui, absolument. Mais ici, je ne pense pas que ces parents soient des dictateurs. Je crois plutôt que ces enfants veulent se lancer dans le libertinage parce qu'ils évitent de causer. Vous ne pouvez pas me dire, vous avez 25, 28 ans. Vous n'arrivez pas à causer avec vos parents. On ne les a pas endoctrinés. Moi, j'étais destiné à être pasteur à l'église presbytérienne camerounaise. Mais lorsqu'il s'est avéré que je ne pouvais pas, j'ai causé avec papa. On n'a pas eu pasteur pour lui. Donc, papa voulait que vous deveniez pasteur. Pasteur, donc, d'accord. Ça fait rigoler un peu. Hein, Est-ce qu'il a échoué? Voilà, et à cette époque-là... Il est pasteur. Mais pas à l'église presbytérienne camerounaise où il est. Donc, non, mais voilà. Bobok, lui, il pense qu'il est plus qu'un pasteur. Hein, attention. Oui, mais attendez. Justement, mais ce que papa n'avait pas intégré à l'époque, c'est qu'on pouvait être pasteur et faire quelque chose d'autre. Lui pensait que c'était métier. Vous voyez donc. Et lorsqu'on inscrit son enfant à l'école à 3 ans et demi, ou moi j'entrais à l'école quand on nous demandait de mettre la main comme ça, donc on avait déjà plus de 6 ans. Lorsque la main touche l'autre oreille, bon, aujourd'hui, est-ce que vous demandez son avis? Non, parce que les parents estiment, il y en a qui ont, par exemple le docteur Antonin, il est devenu médecin, il nous regarde. Par rapport à sa maman avait une situation... Le délégué de gouvernement? Le délégué de gouvernement actuel. Oui. Il était proposé, lui-même voulait être philosophe. Il a même des diplômes en philosophie. Oui. C'est pour ça qu'il a jamais il a même des études. Et la situation de maman fait qu'il devient, je peux citer comme ça, Titus Ezoa, il a un bac à 4, il était poussé, il est virant en médecine. Je peux citer un autre, docteur Richard Etoke. Lui, il est même allé jusqu'à obtenir une maîtrise en sociologie. Aujourd'hui, c'est le premier chirurgien esthéticien camerounais. Donc, il a été le premier. Bon, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Non, et je veux dire, les parents, quand ils ont rien lui dit, je veux que tu sois un homme maintenu, je voudrais que tu deviennes médecin, que ma fille soit ça. Ce n'est pas de la dictature. Il a un projet, une société. Maintenant, chemin faisant, même au Mambéi, son papa voulait qu'il aille à l'étude, mais au point où, quand il est inscrit au lycée technique, il est impliqué dans le football, il refuse de montrer les bulletins à son papa. Son papa, lui, était enseignant. Vous imaginez le fils d'un enseignant qui refuse l'école? Donc, vous avez non, papa se fâche, mais il n'y a pas de malédiction à faire. Le papa veut voir si l'enfant peut soutenir la position qu'il a. Mais les enfants d'aujourd'hui, parce que tu dors, il passe par la fenêtre, il va danser, il vient d'ici. Bon, entre eux, il dit non. Et peut-être ils sont avec leurs autres camarades, ils disent non, chez moi, mes parents ne m'ont rien proposé du tout. Donc vous dites que
la faute n'est pas aux parents, la faute à ces enfants qui ne comprennent même pas ce qu'ils apprennent à l'école. Qui doivent pouvoir motiver leur choix. Absolument. Il faut motiver son choix. Absolument. Un exposé de motifs. Absolument. Comme on le fait à l'Assemblée nationale. Lorsque Sankara a pris le pouvoir, moi j'ai des amis qui ont fait l'armée. Il y en a même, je ne citerai pas les noms, qui sont colonels aujourd'hui dans l'armée camerounaise parce qu'un simple vu d'avoir vu Sankara. Et justement, leur papa, il y en a un dont le papa voulait qu'il continue les études à être ingénieur à Polytech. Mais à l'époque, comme il était jeune, il ne savait pas que, étant à Polytech, il pouvait faire comment je vais dire, la formation militaire. Parce que je ne sais pas si on fait encore ça aujourd'hui. À l'époque, pour ceux qui ont arrivé, ceux qui étaient à l'école normale supérieure, école polytechnique, le CUS et tout, ils faisaient la formation militaire et ils avaient la possibilité de choisir à la fin. Donc, c'est les enfants qui permettaient l'expression, ils sont un peu bêtes. Parce qu'ils veulent jeter le tort aux parents qui sont dictateurs, alors qu'ils ne le sont pas. Les parents veulent leur épanouissement. Maintenant, vous voulez changer d'avis. Et j'ai mon propre frère. Il est enseignant à l'université de Yaoundé 1. Très grand professeur, je ne citerai pas son nom. Son fils aîné quitte ici, il l'envoie en France pour préparer un doctorat en biologie. Il arrive 6 mois après et trouve que son fils a changé tous ses livres. Il a plutôt bénéficié d'une bourse d'une banque en France qui lui demande de faire l'informatique et d'entrer dans la prospective. Vous savez, là-bas, on préfinance les études, les banques préfinancent les études des enfants. Quand son papa va lui rendre visite, il trouve les livres, il lui dit, mais attends, tu n'as plus de livres de sciences ici, c'est quoi? Il dit, non, papa, j'ai changé. Il lui dit, bon, d'accord, tu vas faire tu sais bien que j'ai un salaire de fonctionnaire, j'ai pas assez de moi. Il dit, non, papa, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas. J'ai une bourse, j'ai bénéficié de bourse, mais j'ai fait des trucs. Mon papa dit, bon, d'accord, vas-y. Et le gars, il a terminé ses études, il est devenu ingénieur et il travaille dans cette banque-là. Donc, le problème, c'est comment argumenter. Il n'y a pas de conflit entre... Apparemment, il ne doit pas avoir de conflit entre les parents et leurs enfants, parce que si vous mettez... Sur le choix de... Oui, comme vous avez utilisé le mot qui me semble approprié. Si vous intégrez que mes parents veulent mon épanouissement, ils ont dit que je dois être médecin, moi je pense plutôt que je dois être ingénieur en électrotechnique, quoi. Pourquoi vous ne dites pas, papa? Vous voyez, vous discutez. Vous devez donner des garanties. Oui. Parce que les parents veulent aussi des garanties. Oui, mais aujourd'hui, les enfants, ils sont là. Ils sont peu rêveurs. Ils ne peuvent pas argumenter leur choix. C'est ça le problème. Oui, mais ils ne peuvent pas argumenter leur choix. C'est intéressant parce que on voit des familles. Des familles de médecins. Hein. On voit les familles de médecins sur plusieurs générations. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu une règle où on a, des familles de sages-femmes, des familles même d'hommes d'affaires. Vous voyez une entreprise familiale qui est là depuis au moins des siècles et des siècles, et les gens reprennent au fur et à mesure l'entreprise. On se demande, mais est-ce qu'ils sont passés le mot, ou il y a une règle qui est rigide dans la famille, qui veut que tout enfant qui grandisse prenne ce chemin-là? Michel Rocard a eu ce problème. Oui. Il est dans la famille des savants. Tout le monde est physicien, filles comme garçons. Quand lui, il était un grand physicien, enseignant, mais il quitte, il va faire l'ENA de Paris. Après, il entre dans la politique, son papa lui dit, mais tu es devenu fou, pourquoi tu veux être nul? Voilà ce que Rocard lui dit. Son papa, mais tu veux entrer dans la catégorie des gens nuls. Alors que eux, ils étaient à Marcousset. Alors, il faut rappeler que l'ENA en France, c'est comme l'ENA au Cameroun. C'est comme l'ENA au Cameroun. Hein? Voilà. Donc, imaginez un peu. Voilà. Et il est devenu Premier ministre, tout ce que vous voulez. Mais dans sa famille, on considère que Michel Rocard a choisi d'être nul. Qui a fait l'ENAM? Qui a fait il a même été Premier ministre. L'ENAM des Français, parce que lui, il a fait l'ENAM des Français. Donc, on estime qu'au Cameroun, c'est le contraire. Hein. Lorsqu'on va à l'ENAM, on n'est pas nul, on est un génie. Lorsqu'on est physicien, on est plutôt très nul au Cameroun. Allez voir comment ils sont au chômage. Alors, Charles Hamel, c'est clair que quand on regarde ces enfants, leur comportement, c'est un peu bizarre quand même. Hein? Monsieur Eric Fopoussi, le goût du repas commence par les odeurs qui nous proviennent de la cuisine.
je dis bien, le goût du repas commence par les odeurs qui nous proviennent de la cuisine. Lorsque vous êtes assis et que votre femme est à la cuisine en train de préparer, ces odeurs qui arrivent commencent à aiguiser l'appétit et vous confortent dans votre position. Même si le téléphone sort, vous allez repousser d'1 heure à 2 heures parce que vous voulez, monsieur Rifopoussi, vous laisser séduire par cette odeur qui vous aura séduit. Nous sommes donc là face à des enfants qui entrent en rébellion vis-à-vis de leur papa avec la bénédiction de leur maman. Ah, monsieur Mbachou. Monsieur Mbachou. La maman. Monsieur Rifopoussi, rien ne commence dans une maison sans être passé par la cuisine. Je dis rien. Rien. Je parle là devant. Je dis rien. Si vous avez un enfant, vous parlez à votre enfant, il vous dit non. Ne parlez plus à l'enfant. Appelez sa mère. Réglez ça avec sa mère, monsieur Rifopoussi. Je vous le dis, c'est un conseil. J'ai commencé par vous dire que le goût du repas commence par les odeurs qui nous proviennent de la cuisine. Monsieur Rifopoussi, l'enfant sur le bantou ne pense jamais devant son père. Jamais devant son père, l'enfant ne pense. L'enfant, même lorsqu'il atteint l'âge de 30 ans où il devient conseiller, le père devient conseiller, propose à son père. C'est pour ça qu'on dit que l'enfant ne grandit jamais devant ses parents. Je pense que c'est des choses que nous connaissons, monsieur Rifopoussi. C'est important de le préciser. L'enfant est la créature, c'est votre créature, monsieur Rifopoussi. Là, le père est le Dieu de l'enfant. Je t'ai pensé avant que tu n'arrives. Ce n'est pas ce que les occidentalisés font aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, ils rencontrent une fille, ils tremblent ici, ils tremblent là. Oh, je suis enceinte. Ah, monsieur Rifopoussi, non. L'enfant se pense, je les bantous. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur de calcul, ça se pense. Quand je dis j'ai besoin d'un garçon, je sais ce qu'il faut faire en bantou pour avoir un garçon. Si je dis je veux des jumeaux, des jumelles, je sais ce qu'il faut faire en bantou pour avoir des jumelles. En bon bantou, monsieur. Ça se connaît, ça se sait. C'est la science qui est venue vous dire qu'il faut créer le X, l'homme produit les Y pour que ça produise. Non, monsieur, il faut que c'est des calculs, ça c'est ça. Non, chez nous on le sait. On connaît même les mois des jumeaux, monsieur, il faut pousser. On n'a pas eu besoin d'attendre les scientifiques et tout et consorts. Donc, j'en viens à cela pour dire, j'ai rêvé de cet enfant. Je l'ai pensé. Vous allez voir un papa qui reste un jour dans sa cour, et ça nous arrivait tout le temps. Le père dit, j'ai des enfants, mais il me manque encore un. Il me manque encore un. Il me faut faire le dernier enfant. Lorsque vous rentrez dans le secret, vous entendez, de tous les garçons que j'ai, il n'y a personne qui peut succéder, qui peut prendre ma succession. Il me manque un. Maintenant, quelle est la femme qui a la bonne sémence à me donner mon héritier, mon successeur? Il commence à enquêter sur ces femmes, à les réobserver. Quelle est la femme qui a de bonnes attitudes? Quelle est la femme de tous les enfants qui m'a donné des enfants? Il commence à faire ses calculs. Et il dit, c'est elle. Vous allez vous rendre compte qu'après des années, il n'y a qu'une seule et la dernière qui donne naissance à des enfants. La dernière, sur tous ces enfants, monsieur Rifopoussi. Et c'est cet enfant qu'il consigne. Vous n'avez jamais vu un enfant dire, je refuse la succession de mon père. Je refuse l'héritage de mon père. Je refuse tout ce que mon père a légué. Mais il vient refuser le chemin que je l'ai tracé. Et après, pour venir discuter, mais bien non. Qu'il s'assume. Et comme nul ne s'est créé, le jour que tu es né, je t'ai donné un nom. Le jour que je t'ai donné ce nom, je t'ai donné une fonction. Oui. C'est dès la naissance de l'enfant. Vous savez, des enfants lorsqu'ils naissent, ils commencent à présenter certaines attitudes. Vous observez l'enfant. L'enfant est rigoureux. L'enfant a une façon de gérer. Vous observez. À partir de là, vous notez. Tout bon parent à la maison doit avoir un journal. Là où il consigne les faits et gestes et attitudes de chacun de ses enfants. C'est ça qui le prédestine à arrêter M. Rifopoussi. C'est ça que tu les bantous. On ne se lève pas un matin pour dire on va faire ci. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que beaucoup de parents aujourd'hui font de mauvais choix. L'erreur que ce papa a fait, M. Rifopoussi, c'était de trop parler. D'avoir créé la démocratie chez lui.
Parce qu'il a créé la démocratie. Voilà. Il a démocratisé. Il a démocratisé l'éducation de ses enfants. Oui. Il a démocratisé l'instruction de ses enfants. Je sais là où je vais, moi, monsieur Fopoussi. Chez moi, je dis, je veux un médecin, je veux un avocat, je veux un ingénieur. Je veux ces trois composants. Ça ne se discute pas. C'est gravé dans Qui sera l'avocat, qui sera l'ingénieur, qui sera le médecin? Je commence à observer, monsieur Eric Fopoussi, les prédispositions. Quand je suis malade, vous avez des enfants à la maison lorsque vous êtes malade. Vous parlez de vous, là? Je ne parle pas de moi, je suis en train de, on est en train de développer. Ah, okay, non, si vous avez un enfant à la maison, lorsque vous devenez malade, et ça peut être le cas de Mbongbok, c'est la raison peut-être pour laquelle on a désigné Mbongbok qui devait être le Mbongbok, parce qu'on voit, il était toujours proche de la grand-mère, il était proche, il s'occupait, il faut acheter les médicaments, Mbongbok ou acheter, on l'observe, monsieur Eric Fopoussi. Le père sait voir ça, il sait sentir ses enfants, monsieur Eric Fopoussi. Toi, tu vas faire ça. On a vu des familles où le père a dit que tu ne fais rien, toi même l'école tu ne pars pas, tu seras commerçant. Et aujourd'hui on a eu des gens qui sont devenus aujourd'hui des délégués de communautés, et bien monsieur il faut aussi, donc je vais taire les noms. Donc je vais taire les noms, oui c'est l'histoire. Où le père dit que tu vas à l'école, tu ne vas pas continuer, mais toi tu vas faire le commerce, qui sont devenus des grands importateurs. Le père sait voir. Mais depuis qu'on a donné la latitude aux occidentalisés, aux enfants, de pouvoir s'exprimer, vous avez un enfant qui arrive, vous dit que papa, je vais faire pétrochimie. Tu fais pétrochimie où? Tu as étudié l'environnement camerounais. Tu peux t'insérer où d'ici dans le secteur pétrolier? C'est le fils à papa? C'est le fils de ces bobos qui occupent. Il faut lire, le père sait lire. Alors vous avez la deuxième chose des enfants qui marchent avec des bluffeurs. Oh non, je vais faire telle formation, je vais faire... Le père lui voit, et il voit les facilités d'insertion. Il sait qu'il y a les métiers. À une certaine période, tout le monde voulait faire informatique. Le Cameroun a eu 27 000 informaticiens. Ils ont commencé par créer les cyber. Après les cyber, ils ont dit que non, on va encore pousser loin, on va être analyste programmeur. Ils sont devenus analystes programmeurs. Aujourd'hui, c'est où? C'est mort. On a créé logistique, finance, transport, ceci et cela. Tout un tas de filières, c'est où? Il faut savoir donc avoir les portails. Je crois que les parents, un père prend sur lui, un parent prend sur lui de pouvoir se renseigner, discuter, échanger avec des gens par rapport aux filières porteuses. Ce que le vieux voit assis, le jeune même debout ne l'entrevoit pas. Voilà, en tout cas c'est clair. Alors, Karine. Ce matin, on a affaire quand même à des enfants qui ont été très chanceux. Très chanceux. Parce qu'au Cameroun, au 21e siècle, il est très très difficile de voir des parents qui savent même ce que leurs enfants pourraient être demain. Vous voyez quand même des parents qui ont pensé pour leurs enfants qu'ils fassent des études de polytechnique, des parents qui ont pensé que les enfants peuvent faire d'autres études. Mais à un moment donné quand même, l'enfant se dit qu'il peut choisir. Ça arrive à tout le monde. À un moment donné quand même, l'enfant se dit que il est le temps pour moi de choisir. Dans certaines familles, je le dis bien, moi, quand j'ai fréquenté le moins haïssable, moi, je voulais pas être... j'avais pas encore pensé à être médecin, j'avais pas encore pensé à parler au micro. Dans ma tête, c'était je voulais faire comptabilité, par exemple. Mais après le BEPC seulement, mon père a dit, mais avec le genre de moyenne que tu as en mathématiques, tu vas pas t'en sortir. C'est où il m'a orienté vers les études littéraires. Je dis, parce que là, le parent pense pour vous. Il comprend mieux votre évolution. Mais si maman voyait, peut-être que je serais encore en train de porter la tenue aujourd'hui. Ça, c'est peut-être un exemple. Maintenant, on a affaire quand même parfois à des parents qui ne lisent pas. Qui ne lisent pas la société par rapport à cela, qui voient les choses autrement. C'est-à-dire qu'un parent qui voit que c'est le matricule qui protège, tous ses enfants doivent avoir le matricule. Et ils s'en foutent de savoir si demain, vous pouvez vous en sortir dans ça ou pas. Vous allez voir que des enfants aujourd'hui, des enseignants aujourd'hui en classe, ils n'arrivent même pas à dispenser un cours. Pourquoi? Parce que c'est papa qui l'a orienté vers là. Vous voyez que même à l'ENAM, forcément ces enfants qui sont là-bas n'ont jamais voulu être dans la magistrature. Ils n'ont peut-être jamais voulu être des préfets ou sous-préfets. Mais parce que papa il faut que papa place avant de partir. C'est sa place qu'il doit occuper. C'est ça qui dérange. À un moment donné, l'enfant découvre que peut-être que c'est ce que nos hommes d'État auraient dû faire depuis. Ne pas occuper les places par des gens qui ne veulent même pas fréquenter. Et après, ils partent en vacances pendant les classes. Mettre là des enfants qui ont vraiment la volonté. Il y a des gens qui sont nés avec le don d'encadrer, le don de diriger. Mais ils ne sont pas là. On prend des gens qui ont le don de consommer et on les met là et on voit ce que ça donne. Par rapport à l'histoire du jour ce matin, on a affaire à des parents un parent qui est pratique, c'est-à-dire qui s'attaque aux faits. Son problème c'est
Si tu fais ça, ça va donner quoi? Et clairement, tout le monde est dans cette logique aujourd'hui. Si tu fais les études en polytechnique, si on ne te recrute pas demain, est-ce que tu peux lancer ta propre, ton propre projet? Est-ce que c'est dans ça que le parent est? Est-ce que si tu fais des études peut-être en physique, est-ce que tu peux? C'est par rapport à cela que le parent arrive à penser. Mais un enfant de 28 ans qui découvre qu'aujourd'hui, je peux penser pour moi-même, là, il a quand même l'âge de penser, c'est vrai, il a l'âge de choisir, de décider pour lui-même, c'est vrai, il a 28 ans. Même si c'est papa qui paye les études, c'est encore grave. C'est peut-être là où l'enfant commence à fauter, parce que s'il va dire à papa que papa, je veux faire telles études, le papa peut dire que je ne paye plus tes études, tu veux faire autre chose, tu te bats, tu payes tes études toi-même. Il y a des parents qui l'ont fait. Il y a des parents aujourd'hui qui ont dit à leurs enfants, si tu ne fais pas tel concours, je ne paye plus tes études. Et on a vu ces enfants-là commencer à déambuler, être obligés de faire ce que papa a dit, par exemple. Mais je vais quand même adresser à ces jeunes qui ont posé le problème pour leur dire que vous avez beaucoup de chance d'avoir des parents qui ont commencé à penser pour vous. Je dis bien aujourd'hui, des parents envoient des enfants à l'école sans savoir ce que l'enfant sera demain. Jusqu'à ce que l'enfant vienne un jour avec une tour, je dis, papa, j'ai reçu le concours d'entrée à l'avocature au Cameroun. Il dit, quand l'enfant finit, même avant qu'il vienne dire, papa, voilà ce que je suis devenu. Le père vous dit que je n'ai jamais su que mon enfant pouvait être ça. Parce qu'il n'a pas pensé à ça. Donc, eux, ils ont beaucoup de chance. Les parents ont pensé. Oui, c'est tout à fait ce qu'on pourrait dire ce matin avec vous, Dominique Audrey, pour terminer clairement ce tour de table. Oui, rapidement, moi j'ai envie de dire que je Pas vois rapidement, juste... prenez du temps. Non, on s'est largement exprimé dessus, mais Oui. moi j'ai juste envie de dire que je vois des parents qui transposent leurs rêves sur leurs enfants. Le commun aujourd'hui, c'est qu'on a pour la plupart des parents qui n'ont pas poussé les études très loin. Et maintenant, quand ils se retrouvent généralement dans des bars à faire la revue de presse entre amis, à échanger la cola, ils entendent des discours des gens qui leur disent que non, moi, mon fils a fait ceci, il a un salaire comme ça. Et maintenant, il dit que mais j'ai nanou et papier à la maison là. Je crois que c'est ça qu'ils vont faire. Il n'y a pas de mal à ce que les enfants disent ce qu'ils ont envie de faire dans une maison. Si vous instaurez la dictature dans votre maison en estimant que l'enfant, ça ne parle pas comme la femme qui ne doit pas parler, vous allez être un père qui, lorsque vous rentrez du travail, tout le monde va rester dans la chambre. Vous ne connaîtrez jamais vos enfants. Vous allez avoir les enfants qui sortent par la fenêtre comme un bonbon-dit parce qu'on ne peut pas parler avec papa. On ne peut pas dire à papa, en fait, j'ai envie de faire une sortie. Moi, je vais simplement dire aux parents qu'on a une vie. Chacun a une vie et il faut bien la vivre. Les parents ont le droit de désapprouver nos choix, mais ils doivent respecter nos décisions. Donc, à ces enfants-là, moi, je vais dire, si vous avez la possibilité de faire autre chose, vous discutez avec vos parents, en tout cas, vous leur dites ce que vous avez choisi de faire et vous prenez le risque. Parce que moi, également, à mes parents, je leur dis, vous avez vécu votre vie. Et à un moment, si je ne fais pas d'erreur, je n'apprendrai pas. Laissez-moi, je me casse la figure et je vais revenir. Parce que je suis votre enfant, vous devez me recevoir. C'est comme ça. Oui, en une seconde. Oui, Bambok. Justement, je prends les parents. L'un des grands maîtres du droit de ce pays, M. Pita Ntamakiana. Je pense que même, d'abord, c'est le professeur Kamto, dont les enseignants du droit ont demandé de faire l'allocution funèbre lorsqu'il est décédé. Son fils aîné, Charline Tamak, il est à l'équipe nationale, il joue dans le Canon de Yaoundé, il est à l'équipe nationale de football. Il vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 88 au Maroc. Il est en train de passer, il a passé sa licence en droit. Quand il rentre, il est sollicité, comme le Mambika dans des équipes en France, son père lui dit là, un enfant doit remplacer son père. Cette affaire de football n'en veut plus, même les entraînements. Tu dois prendre. Aujourd'hui, Charline Tamak est enseignant de droit à Londres, dans des universités à Londres. Donc, et il a continué. Donc, c'est quoi? Si vous allez dire, ce n'est pas de la dictature, vous êtes tel père, tel fils. C'est comme ça que ça se fait. Donc, l'enfant doit apprendre à argumenter, pas à affronter. On n'affronte pas ses parents. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est normal pour un parent de vouloir que son enfant soit bien, mais maintenant, qui décide de ce qui est bien pour l'autre? Le père d'abord, vous voulez changer, vous venez humblement, modestement, respectueusement. Mais il y a des parents qui sont contre, qui refusent catégoriquement. Parce que vous n'êtes pas respectueux. Oui. Ou parce que vos arguments ne convainquent pas. Moi, je voulais juste dire, et ça, c'est là où Bobok a dit
ce qui est fondamental. Quand vous êtes né, votre avis n'a pas compté pour que vous donne votre nom. Voilà, on vous inscrit à Quand l'école. vous avez eu l'âge pour aller à l'école, et vous a inscrit peut-être francophone ou anglophone, sans vous demander si vous voulez faire anglophone ou francophone. Donc en ce moment, il a tracé un chemin pour vous. Si vous suivez. Vous avez continué devant. Il a choisi que vous alliez, je ne sais pas où, scientifique ou technique ou enseignement général, tout ça là, et vous a mis dans un couloir. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand chaque parent, nous sommes des parents, nous avons des enfants, nous fondons en leur avenir des choses. Moi, j'aimerais bien que... Même des espoirs. Moi, j'aimerais bien, et ce serait pour moi un vrai honneur que ma fille prenne le flambeau du micro et perpétue, en tout cas, cette légende du micro dans la famille. Donc, il y a ça aussi qu'on doit comprendre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et je pense que de ce point de vue-là, on doit pouvoir mettre cela en lumière. Pour ça, il faudrait susciter des choses chez l'enfant. Si vous amenez votre fille à découvrir votre univers, puisqu'on ne va pas dire que c'est génétique, bon, moi je ne pense pas que ce soit génétique. Si vous amenez votre petite fille à découvrir votre univers, vous partagez ces instants avec vous, ça va mais tous les parents font ça. Des choses. Mais maintenant, tous les parents font ça, Monsieur Dominique Foposi, Audrey. à partir de la 6e, on donne le choix à l'enfant. Moi, je suis dans une famille où, en 6e, on te demande, tu veux faire quoi, la technique ou bien la générale? L'enfant donne son avis. Maintenant, sixième? oui. C'est le parent qui explique donc à l'enfant que moi, je préfère que tu fasses la technique. De l'école, ou bien comme ça, Voilà. Non, Ok. le choix. L'enfant choisit. C'est dans quoi il peut Non, se on sentir observe bien. l'enfant, on voit, on Je l'observe. parle de mon vécu. Oui, c'est pas un bon vécu. Oui. Aussi, Oui. on n'élève pas un prince comme on élève un serviteur. Vous me saisissez, M. Rifopoussi. C'est encore une autre maxime. Le prince a une façon d'être élevé et éduqué, tandis que le serviteur a une façon d'être élevé. Les occidentalisés veulent nous dire aujourd'hui que mon fils, ma fille se place devant moi. Elle dit, papa, laisse-moi d'abord me... Avant qu'elle ait fini de dire le P là, la gifle qu'il apprend là, elle ne grandit pas devant moi, M. Rifopoussi. C'est clair. La Elle gifle propose. n'empêche rien, hein. Elle propose. Je dis bien, M. Rifopoussi, Voilà. elle propose. Absolument. Je ne romps pas le débat. Non, mais elle elle propose et argumente. Non, monsieur Voilà, Rifo, oui. elle Oh, parce propose. qu'elle argumente. Elle propose. Oui, C'est-à-dire émotive. quoi? Non, monsieur Rifopoussi. Lorsque vous avez des journées, moi j'ai des jours où je cause avec les enfants, le vendredi et le dimanche. Vendredi soir, quartier libre, et dimanche, c'est pas moi qui instaure le sujet, je suis désolé. Où j'ai dit, bon, écoutez, on est là le soir, qu'est-ce qu'on dit, on mange quoi? On se fait un poisson à la braise, on discute. C'est là où tout le monde a la liberté de me dire une chose. Vous savez, même dans les chefferies, monsieur Eric Fopoussi, il y a un lieu qu'on appelle le Tcheng. Les gens le connaissent. C'est le lieu où le chef se place. Quand le chef est là, vous pouvez même le dire mouf. Vous pouvez même l'injurer. Là, quand il se positionne là. Et là, il a le droit, il descend tout petit, on lui dit tout ce qu'on pense. Donc ce vendredi, je discute avec tout le monde. Un petit problème. Mon fils, ma fille peut me dire, papa, comme tu vois, je souhaiterais faire, j'ai vu un truc qui m'a plu, je souhaiterais le faire. Et d'ailleurs, j'enseigne une chose à mes enfants. C'est la méthode de donner une information qui garantit la résolution de la solution. Absolument. La méthode, je l'enseigne à mes enfants. Très Je le dis tous les jours à mes enfants. C'est la méthode de donner l'information. Je dis, quand l'enfant me soulève, je dis, ok, fais-moi 3 propositions de ce que tu veux faire. L'enfant a la liberté de faire les 3 propositions. Ce que je vous dis là, ça concerne un médecin, un médecin, avocat, ingénieur. Il fait. Maintenant, j'observe, monsieur Dixon. C'est moi qui observe. Et je détermine. Il y a des choses qui n'entreront jamais dans ma famille. Il y a des choses qui n'entreront jamais dans ma famille, dans ma descendance. Je vous le dis et je suis sérieux. Je dis, je suis sérieux. Il va passer sur mon cadavre pour le faire. Je le dis. Ah bon? Comme Je quoi? le dis. Je vous raconte un monsieur. Je vous raconte l'histoire, monsieur Fopoussi. J'espère pas, hein? Je vous raconte l'histoire d'un monsieur. Ouais. Il est aujourd'hui à la retraite. C'est un très haut fonctionnaire, plusieurs fois ministre. Son fils lui a dit qu'il voulait être médecin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Son fils lui a dit qu'il voulait être médecin. Il est parti payer parce que son fils voulait faire. Il a payé. Son fils est allé, monsieur Fopoussi. Quand il chute à la maison, on l'amène à l'hôpital. Dès qu'il entre, on dit que qui est le médecin à l'hôpital général de Yaoundé. On dit que qui est le médecin. On dit que c'est ton fils qui est dégagé. Ramenez-moi à la maison. Ramenez-moi à la maison. Il est conscient que son fils médecin n'est pas très compétent. Voilà. 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 Merci. On va s'arrêter là. C'est en deuxième partie qu'on va revenir sur les contributions. Madame, Monsieur, transition facile pour retrouver la colère de Charles Hamel.
Je m'interroge ce jour sur la question des constructions sous les lignes haute tension dans ce pays. Comment comprendre ce laxisme du gouvernement camerounais? Vendredi dernier, on a surpris, les populations de la zone Bédi ont été surpris d'une vibration bizarre sur les lignes haute tension avec des sifflements. Ils se sont posé des questions, mais n'ont pas pu avoir de solution. Vendredi dernier. Comment comprendre que les responsables des communes laissent impunément des populations s'installer en dessous et sur le long des lignes haute tension, dans l'indifférence totale des pouvoirs publics et de l'entreprise distributrice d'énergie? Plusieurs Camerounais se sont établis sur des zones interdites. Vous avez des appellations: Madagascar haute tension, Bédi haute tension, Oyoma Bankan Sonel haute tension. Lorsque vous résidez en dessous, d'étranges et violents bruits bizarres vous sifflent à longueur de journée. Pourtant, le texte de cette République prévoit qu'il est strictement interdit toute construction à moins de 200 à 500 mètres des lignes haute tension et très haute tension, dont les abréviations c'est HT et THT. Les événements de Lagnos, Yagua, Maga, Bafoussam ne nous enseignent-ils pas à suffisance sur le principe de la prévention des catastrophes? De Yaoundé à Douala, de Bolovo à Kiossi, les populations à la recherche d'un abri se retrouvent en train de s'installer sous les lignes haute tension sans crier gare. Edea, c'est la totale à Edea. Son loulou, c'est alors extrêmement grave. Le spectacle est gratuitement offert au quartier Ndoksimbi, Tractafrique, PK5 à Douala, sur cette zone où les câbles haute tension semblent être même enfouis sous le sol. À 100 mètres de là, du côté du carrefour de Koti, en Kondengui, Ngousso, Mangombe et Oyoma Angousso, les populations vivent tranquillement. À des moments, on assiste à des casses. Lorsqu'un câble casse, c'est la panique totale, incendie dans les quartiers. Pourtant, l'on est sans savoir qu'il est extrêmement dangereux d'habiter près d'une ligne à haute tension. Comment comprendre que l'administration camerounaise va jusqu'à délivrer des autorisations de fonctionner à des établissements scolaires situés près ou en dessous des lignes haute tension? Bédi, Ngousso, savez-vous que les champs magnétiques à basse fréquence émis notamment par les lignes à haute tension représentent un risque possible de leucémie chez les enfants qui habitent à proximité et chez la femme enceinte? Savez-vous qu'environ 400 000 Camerounais vivent à proximité des lignes qui émettent des champs électriques et magnétiques, avec tout ce que cela représente comme danger potentiel? Quelqu'un est allé jusqu'à créer même un snack bar, à jouer de la musique, vibration magnétique, vibration électro et tout de la musique. Qu'est-ce que cela peut donner? Point d'interrogation. Imaginez-vous un temps soit peu qu'un câble électrique vient casser. Qu'adviendra-t-il de ces personnes? Savez-vous que les personnes résidentes près ou en dessous des lignes à haute tension sont susceptibles de vivre constamment des symptômes d'hypersensibilité électromagnétique qui regroupent divers troubles comme les maux de tête, irritabilité, vertige, état dépressif, sommeil perturbé, perte de mémoire, perturbations auditives et visuelles? Comment donc comprendre qu'on se retrouve à ceci? Est-ce la pauvreté ou le sous-développement? Les deux. Alors, moi, c'est intéressant parce que ce sujet est d'une importance capitale, Charles Hamel, et c'est là, on va dire, un baromètre suffisamment clair pour évaluer le niveau du Cameroun en ce moment. Quand même, parce que nous sommes le 6 novembre et nous aurons l'occasion tout à l'heure de faire le bilan et de se rendre compte dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Donc, quand on voit la manière avec laquelle est gérée
ces lignes de haute tension et de très haute tension et comment les gens construisent sans respecter le bandeau ou la bande de sécurité que vous avez évoqué il y a un instant, 200 mètres, on peut se poser des questions. Comment un État normal, comment un gouvernement, comment des personnes qui sont chargées de nous diriger peuvent laisser faire sans réagir, sans sévir? C'est toute la question. On va monter, descendre, faire tout ce qu'on va faire sur ce plateau, mais la question principale serait de savoir comment des gens ont pu laisser faire ça. Comment, si c'est le laxisme, ou c'est une complicité, où les gens nous envoient nous tuer. Parce que vous avez remarqué qu'on autorise des écoles à construire là-bas. Vous verrez que des abonnements d'énergie électrique, ils sont donnés. Vous verrez également que des abonnements d'eau sont donnés. Vous verrez que s'ils ont la paye... Les hôpitaux. Tout à fait. En dessous, oui. Donc vous voyez que ces gens-là, au quotidien, réalisent des actes administratifs. Ces gens-là ne sont pas en dehors de la République. C'est des personnes qui tous les jours sont au contact de l'administration et on ne leur dit pas que où vous êtes situé là, ça pose un réel problème. Donc, il n'y a pas d'excuse là-dedans. Comment on laisse des gens s'y installer? Bon, Obengan. Je pense que vous avez prononcé le mot juste. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. On ne comprend pas, est-ce que c'est un projet d'assassinat des populations ou pour le seul but de se faire de l'argent? Parce que je me rappelle également, parce que vous allez dire que je suis un homme du passé, mais je préfère... Nous vous aimons comme ça. Oui, parce que ça quand même, il faut dire qu'il faut apprécier l'attitude et la dynamique qu'avait M. Nyat Difendi pour ce qu'appréciait à la Sonnelle. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que ce monsieur, chaque fois qu'il y avait les constructions de ces lignes haute tension, il prenait la peine. Effectivement, parce qu'à l'époque, peut-être comme il y avait un seul ministère, aujourd'hui, c'est tellement décentralisé, il existe au moins 6 ministères, eau, énergie, tout ça. Il y avait des ministères des mines, de l'eau et de l'énergie. Il faisait des propositions et c'était respecté. C'est-à-dire que dans les lignes de haute tension, il y avait, je pense, périmètre de sécurité, si j'ai bonne mémoire, plus de 6 mètres. Il fallait les mettre sur. Mais 200 mètres, voilà, 200 mètres, à 500 mètres. 200 mètres pour vous vous rendez compte. Et lorsque il avait une entreprise qui faisait la sous-traitance, il allait débrayer les lignes de haute tension. Lorsqu'on constatait que les populations occupaient même des champs, il interdisait. Et on venait, quelquefois même par magnanimité, lui, il prenait l'argent de la Sonnelle et vous, comment vous appelez ça? Et il vous indemnisait, alors qu'il n'a pas, parce qu'il s'est rendu compte, et vous avez utilisé le mot juste également, le laxisme des agents de l'État. Il constate le laxisme, mais la Sonnelle assume. On vous dit, cher ami, là où vous êtes en train de chercher votre mort. Pardon, prenez temps, quittez pour votre sécurité. Mais après, on l'a amené, son ami l'a amené après la politique. C'est à partir de 1990 que ça a chamboulé. Lorsqu'il a dit, préparez-vous à une éventuelle concurrence. 91, on légalise le médiatisme. Il appelle donc son ami pour l'engager en politique. Et quand il est engagé en politique, il a laissé le reste. En fait, je ne dis ça, je dis que c'est son ami qui a orienté cela et malheureusement, ce qui arrive est arrivé. Parce que après, il faut qu'on soit clair. L'État doit protéger les Camerounais. Absolument. L'État doit s'assurer de la sécurité des Camerounais. Et pour une telle situation, on devrait purement et simplement déguerpir les gens qui sont là. Et deux personnes, il faut indexer, deux personnes, les sous-préfets et les maires. Oui. Ils sont en complicité avec les soi-disant propriétaires terriens parce que ce terrain-là ne leur appartient plus. Lorsqu'une ligne de haute tension traverse quelque part, l'État prend ce terrain. Donc c'est la propriété privée de l'État. Comment le sous-préfet qui est le président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers peut laisser ça. À bien voir, mais vous allez vous rendre compte qu'il y en a même qui ont des titres fonciers. C'est terrible. Et on leur donne même des branchements électriques et des branchements d'eau. C'est ça qui pose un réel problème. Sûrement, on leur prélève la taxe foncière. Non, mais je veux dire, à un moment donné, quand même, il faut être sérieux dans ce pays et se rendre compte que nous avons des dirigeants qui, à un moment donné, je ne sais pas si c'est l'insouciance, je ne sais pas si c'est que on s'en fout un peu de la santé des Camerounais, mais c'est pratiquement
politiquement, quand Charles Hamel vous donne le périmètre de sécurité, 200 mètres, quand vous regardez Bédi... Haute tension. Haute tension. Parce que haute tension est très haute tension. Oui, bien sûr. Quand vous regardez Bédi, mais c'est tout ce quartier qu'il faut raser. Tout. Ah oui, absolument. Toute cette zone. Et pendant la saison, c'est comme il a dit, il y a des vibrations. Vous entendez le courant traverser. Le courant. Oui. Vous suivez, vous passez en dessous la mer. Vous laissez là. Alors maintenant, on estime que politiquement aussi, est-ce que c'est que les maires ou les hommes politiques n'ont pas le courage de déguerpir ces gens-là? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on n'avance pas, que le statu quo soit observé comme on le voit, Dominique Audry? Ils ne feront rien parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. Si on déguerpit toute la zone de Bédi, où est-ce qu'on va les recaser? Où? Ils n'ont rien de mieux à proposer, donc on laisse chacun se débrouiller comme il peut. Peut-être c'est le manque de connaissances en matière de terre, oui, ou bien voilà, en matière de foncier, les tests qui régissent, comme par exemple le fait que lorsqu'un terrain est traversé par une ligne de très haute tension, ça appartient à l'État. Peut-être les propriétaires terriens eux-mêmes ne le savent pas. Et pour ceux qui le savent, ils ont même perçu l'argent, parce que je vous confirme, M. Niat veillait. Personnellement, parce que là, quand même, il faut témoigner. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Il veillait à ce que les populations soient indemnisées. Quelquefois, même l'argent sortait de la sonnelle. Je ne tenais même pas de caisse de l'État. Eux, ils choisissent donc de ne pas perdre. Ils vous vendent d'abord le terrain et ils se retirent. Et maintenant, quitte au Camerounais, celui qui ne sait pas de venir se construire là-bas. Mais maintenant, si quelqu'un a investi des millions à un endroit, vous n'avez pas eu de manière de partir comme ça, il ne pourra pas, il vous dira non, ça ne va rien faire, ça ne va pas tomber. Et maintenant, les personnes qui délivrent les permis de bâtir. Voilà. Parce que ma grand-mère m'a dit que quand elle construisait sa maison à Mini-Ferme, avant d'acheter le terrain, elle est allée à la mairie, puisque en principe, il y avait les quartiers étaient tracés. On lui a dit non, n'achetez pas à cet endroit parce que la route va passer ici, reculez un peu plus. Mais visiblement, ce n'est plus le cas. Voilà. Ça veut dire que ces mairies-là ont démissionné également. Voilà. Donc, les Camerounais aussi ont leur part de responsabilité. Monsieur Mbachou a énoncé un certain nombre de maladies, la leucémie, les maladies auxquelles on s'expose. Donc, il faudrait un peu que les gens cherchent un peu plus. Parce que l'État ne fera rien pour Et puis même, je veux ajouter à ce qu'elle a dit, M. Eric Fopoussi, sous la ligne de haute tension, il est déconseillé d'utiliser le téléphone portable. Bien sûr. Et imaginez-vous les vibrations. Non, mais on est dans un pays de on va faire comment? Aussi. On a transformé le Cameroun d'un pays de on va faire comment? On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette première partie de l'émission. On va tourner une petite séquence en termes de pause et juste après la deuxième partie. À tout de suite. Alors, pour cette deuxième partie de l'émission, on va rapidement lire quelques messages avec vous, Karine Sotia, puisque on n'a pas fait cet exercice-là en première partie, donc rapidement, allons-y. Si on dit tel père, tel fils, comme le dit Mbombok, alors le fils d'un maçon ne sera jamais président de la République ou le fils menuisier ne sera jamais médecin. Donc, ça veut dire qu'on respecte son père. Si le père maçon voudrait que vous deveniez ingénieur, vous respectez donc. Et c'est pour cette raison que l'orientation d'aujourd'hui ou même l'école primaire, on paye. On a dit, le fils du vigile ne dira jamais. Donc, il y a quel mal à être maçon? Les gens doivent quand même il y a quel mal ceux qui arrivent à Bankomo, qui vont à Yaoundé, qui arrivent à Bankomo, ils voient au niveau de la colline des portes qu'on a installées. C'est le fils d'un menuisier. Son père lui a dit tu vas faire menuiserie, mais tu vas faire la haute menuiserie, monsieur Eric. Voilà, absolument. Son père s'est battu à acheter toutes les machines qu'il faut pour sortir les portes là. Si on vous dit les maisons dans lesquelles ce gars installe ses portes, vous n'allez pas imaginer. Qui vous a dit que parce qu'on est menuisier, on souffre? Ou parce qu'on est maçon, on souffre. On souffre. Il y a des familles de cheminots, il y a des familles, des familles qui restent des ouvriers toute leur vie. Et c'est parce que les gens pensent comme ça que tout le monde va aller s'asseoir et tout dit. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. C'est impossible que tout le monde s'assoie et tout dit. C'est impossible que tout le monde soit ici dans les bureaux, monsieur Rifoboussi. Et c'est ce que les gens, c'est ça vraiment la mentalité du Camerounais. On a tous fui. Vous cherchez les plombiers, il n'y a pas. Vous cherchez les maçons, il n'y a pas. Tout le monde est sur la moto. Vous cherchez même les réparateurs de parapluies. Tout ça n'existe plus. Les gars sont sur la moto. Voilà. Pour aller dans votre sens, je voulais terminer par là. Il existe des familles de cheminots. En France, l'État français paye certaines taxes de risque alors que le train n'est plus le train de 1914. Bien sûr. C'est précisément parce qu'il y a une famille de cheminots qui a dit nos arrière-grands-pères
percevaient les primes des risques par rapport à ça, alors qu'au moment où, à l'époque, on mettait le charbon dans le train. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais on continue à payer ces primes parce que précisément, il y a des familles de cheminots. De cheminots, parce qu'on doit penser à ces gens-là, ça doit se faire. En tout cas, malheureusement, un pays se construit comme ça. Hein. Il faut qu'on le sache avec nous. On voyait dans les villages des tisserands, on voyait des artisans, les enfants des artisans devenaient artisans, les enfants de chasseurs devenaient chasseurs. C'est là où le colonel Lamberton a dit le Cameroun s'en va vers les indépendances avec un caillou dans sa chaussure. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il le dit, je vous le dis, monsieur Rifo-Poussi, il a dit parce que lorsqu'on voit, je préfère sauter cela pour monsieur Rifo-Poussi, parce que lorsqu'on voit leur système de fonctionnement, chacun connaît qui a sa place, chacun connaît comment il fonctionne et la société ainsi régie. Or, le modèle de société que nous proposons, c'est le modèle de société où le plancton peut devenir président. Et voilà là où on se retrouve aujourd'hui. Ok, alors c'est quand même intéressant de bien quand vous évoquez Lamberton, on va se rappeler de la guerre qu'il a menée au Cameroun. Voilà. Donc après, on ne va pas, évidemment, c'est un triste personnage. Ouais. Je ne voulais pas qu'on l'évoque sur ce plateau, malheureusement. C'est vers ça qu'on est tous... Parce que c'est lui, en même temps, l'idéologue de tout ce que le Cameroun connaît aujourd'hui comme souffrance. Parce qu'il a idéologie, il a été l'idéologue de la guerre, et il a fait cette guerre-là, malheureusement. Alors, Karine, continuons. Ce qu'un père couché voit, son fils même perché ne verra jamais. Alors, tu penses que tes enfants t'aiment si tu les obliges à faire ce que tu veux? Je suis bien sûre que tes enfants ne s'assoient pas avec toi dans un même endroit. Il y a des parents qu'ils veulent que leurs enfants soient ce qu'ils ont toujours voulu être, mais n'ont pas pu. Charles Lamel. Non, monsieur Rifo-Poussi, je réponds oui. Mes enfants ne peuvent pas s'asseoir sur le même siège que moi. Bien sûr, c'est une Si j'arrive, je trouve que mon enfant s'est même assis à l'endroit où j'ai l'habitude de m'asseoir, c'est une sanction. C'est impossible, monsieur Rifo-Poussi. Il doit le respecter. C'est la place de son papa. L'enfant garçon qui s'assied sur le même... L'enfant garçon qui connaît la femme et qui s'assoit sur le même siège que sa mère a couché avec sa mère. La jeune fille qui connaît l'homme, et je suppose que cette fille a 28 ans, la jeune fille qui connaît l'homme et qui enjambe les pieds de son père a couché avec son père. C'est des règles traditionnelles, monsieur Rifo-Poussi. Si vous êtes dans votre occidentalisation, portez votre occidentalisation. Mais je dis un enfant ne peut pas s'asseoir sur le même siège que moi. Je connais un très grand publicitaire du Cameroun, et il est un commercial, un très grand, il est vraiment parmi les plus grands du Cameroun. Un jour, il me dit dans sa voiture que lui, son rêve, quand il était jeune, il voulait faire les courses de voiture. Les trucs des pilotes Formule 1, là, les trucs des Formule 1, là. Mais son père lui a dit que tu sors où avec ça chez moi? et lui, le connaît que s'il avait pris ce chemin-là, il n'est pas sûr qu'aujourd'hui vivrait, parce que beaucoup de ses amis qui faisaient ça sont morts dans un truc de rallye qu'ils font souvent et tout. Donc, il faut bien qu'on comprenne que parfois les parents voient plus loin que nous. On peut avoir des ambitions, mais après, il faut leur expliquer quel est le sens de ce qu'on veut faire. Oui. Sinon, vous proposez quelque chose qui n'a pas de sens. Moi, je suis un chef de famille et je possède une laverie qui me produit près de 20 000 francs par jour. Et j'aimerais voir mon fils le moderniser aux normes internationales. Par exemple. Monsieur Rifo-Poussi, je vous prends même encore un autre exemple assez clair. Ce n'est pas très loin de nous puisqu'on en parle. Le papa qui tenait comment on appelait ça, ancien porte jaune. Vous vous rappelez du bar, l'état du bar à ancien porte jaune? Ouais, tout à fait. Lorsque ce père est décédé, son fils faisait des études en Europe. Son fils a dit, je viens reprendre l'héritage de mon père. Lui-même est devenu barman. Quel est le mal à Justement, que le fils de Zidane ou de Samuel Eto'o devienne footballeur. Voilà. Le problème, c'est c'est plus compliqué chez eux. Hein, quand même. C'est plus compliqué. Vous savez. Oui, mais c'est plus compliqué chez eux parce que le père a mis la barre à traite à un niveau que... Voilà. Pour arriver là-bas, ça va être très compliqué. L'enfant a le complexe de son père parce qu'une fois qu'il a enfanté, il est ton Dieu. Alors, de par sa rigueur, le père prend sur lui la destinée de son fils, oubliant la volonté personnelle du sujet qui se manifeste au cours de sa vie durant. Brice Feudio de Mbanga. On n'oublie pas, on observe l'enfant, on agrandit. Il y a une enquête, vous qui aimez la France. Toutes les écoles moi je n'aime pas. Des téléspectateurs parce qu'ils aiment. Non, il y a du mal. Moi j'aime le Cameroun. Attention. Depuis mai 68, toutes les enquêtes qu'on fait en France
pour l'orientation scolaire. Quand les enfants font le choix au niveau primaire, vous savez le métier qu'ils choisissent le plus? C'est sapeur-pompier. Sapeur-pompier. Oui, justement. Sapeur-pompier. Sapeur-pompier tout Même ça. aux États-Unis. Voilà, sapeur-pompier. Même aux Donc, États-Unis, le parce que- métier préféré non. des Américains, c'est sapeur-pompier. Parce que très tôt, on les met en contact avec ces métiers. Non, c'est tout le monde. Se comprennent. C'est parce qu'ils commencent par les scouts aussi. Non, parce qu'à l'école, quand vous êtes dans une commune, contrairement à ce qu'on fait ici, tout le monde vient faire la démonstration de sa profession auprès des enfants. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, les enfants disent aux sapeurs-pompiers, parce que quand les sapeurs-pompiers arrivent dans C'est une école, spectaculaire. voilà. Et quand le médecin vient, ou l'avocat, ou le magistrat, il vient là très rangé, bon, l'enfant ne comprend rien. Il voit qu'il n'y a te pas dit, d'action. voilà, il n'y a pas Pas d'action. d'action. Il n'y a Et pas puis, d'action. et là, puis, il y a un problème, et ça, il faut qu'on répare ça. C'est que dans ce pays, les gens créent une incompréhension autour de nombreux métiers. Vous avez des métiers qui sont des métiers tout à fait honorables, mais que les Camerounais se sont entendus pour dire que c'est des métiers, c'est des sots métiers. Ces métiers n'intéressent personne. Je vous dis qu'un éboueur en France est quelqu'un de respecté. Un balayeur de rue en France est quelqu'un de respecté. un vanier ici chez Oui, vous. Si mais vous au Cameroun, on voit ces gens comme des parias. Un boutonnier. Oui, ça veut dire que... Un Oui, boutonnier, celui qui frappe les boutons, Oui. est respecté. donc c'est dire que nous devons privilégier les métiers. On parle de métiers, mais malheureusement dans ce pays, on veut tous qu'on soit l'ENAM. Mais tout le monde On ne voit sera... des vestes et des cravates dans la rue, avec le soleil chauffant. Moi, c'est quand même intéressant parce que avec Roca, on peut bien comprendre que l'ENAM n'est pas forcément pour les génies. Mais jusqu'à une période ici, monsieur Rifopoussi, ceux qui allaient à l'ENAM, c'était les perdus. Non, mais à notre C'était époque, les perdus. lorsqu'un enfant passait les deux concours, l'école normale supérieure et l'ENAM au Cameroun, Oui. il laissait l'ENAM. Il disait que l'ENAM ne sert à rien. D'accord. Il va à l'école normale supérieure. L'ENAM est devenu quelque chose par rapport à la bourgeoisie bureaucratique Mais monsieur comprador Fopoussi, j'ai entendu, de hier. j'ai entendu quand même un la élève dire un vérité, jour. la vérité, c'est que, d'ailleurs, et c'est aussi là où la politique est encore là interpellée, la corruption. Oui, tout C'est-à-dire à que fait. les gens C'est vont ça vers que ce je parle. métier parce qu'ils y voient des avantages de service. Absolument. Pas forcément parce qu'ils aiment ce métier-là. Absolument. C'est parce qu'ils sentent qu'en étant gendarme, en étant policier, en étant douanier, en étant sous-préfet, en étant magistrat, en étant procureur, je peux bénéficier de bacs chiches Tout à fait. et de bacs mouillés. Et c'est ça le véritable problème, d'ailleurs. Oui. J'ai entendu un aîné un jour, qui est toujours propriétaire de médias, dire dans une interview que si vous êtes dans un métier et que vous n'acceptez pas que votre fils ou votre enfant fasse ce même métier, cela veut dire que soit vous n'avez pas réussi dans ce que vous faites, soit vous y êtes mal entré. Voilà les deux les actions. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se précise quand même. Lorsqu'on voit les gens qui nous dirigent et on voit comment ces gens-là font, on comprend très bien. Alors, cher Lamel, on va revenir sur votre colère de ce matin après ces messages. Il fallait faire justement un clin d'œil au message qu'on nous envoie ce matin. Alors, vous avez évoqué cette question des lignes haute tension et très haute tension et les habitations qui sont juste en dessous. Et on était tous d'accord ici que ça part d'un narcissisme et ça part aussi peut-être d'un manque de prise de conscience des risques que ces gens-là prennent en étant là-bas. Monsieur Rifopoussi, c'est 400 000 familles. Douala, Yaoundé, EDA, on prend des différents pôles, c'est 400 000 familles qui résident en dessous des lignes tension. Pour le Cameroun, 400, je dis 400 000. Un câble lâche là un jour. Un câble lâche. Pour la haute tension, 200 mètres. En fait, les 200 mètres dont on parle, monsieur Rifopoussi, c'est que lorsque le câble lâche, la vitesse et l'intensité, le câble vibre. Et la distance sur laquelle il vibre est de 150 mètres. On ajoute 50 mètres supplémentaires avec le vent. Il peut vanter ce jour et le vent, la pression du vent envoie sur 200 mètres. Tandis que les très hautes tensions, monsieur Eric Fopoussi, alors là, ça va en un temps record, ça vous parle. Vous allez vous rendre compte que l'entreprise distributrice dit toujours que si vous marchez, vous voyez un câble à même le sol, ne traversez jamais. C'est quand même amusant à la fin. Ne traversez jamais. Retournez vous appeler. On viendra sauver même si on n'arrive jamais à l'heure. Pourquoi? Parce que, monsieur Eric Fopoussi, on a laissé faire. On a laissé faire
et laisser faire volontairement. Voilà ce qu'on est en train de faire au Cameroun, volontairement. Les populations de Bédi, d'abord, c'est des gens qu'on a enlevés à Bépan dans Omnisport. C'est la première chose qu'il faut dire. On a délocalisé les populations de Bédi qui résidaient à Bépan dans Omnisport. Absolument. On les enlève là pour aller les reloger. Est-ce que lorsqu'on les a envoyés, les recaser, en les recasant, on a pris, donc, comme Bambok disait, la peine de délimiter l'espace de construction? Impossible. Pourquoi impossible? Parce que c'était encore un piège. Bédi est une zone au relief extrêmement accidenté. Je vous assure, le projet éboulement, les rochers qui vont se faire à Bédi. Monsieur, il faut que vous ne voyez pas quand vous passez là à Bédi, sur la rue, vous pensez que c'est bon. Entrez, vous allez voir que vous descendez seulement. Vous descendez, après vous remontez. Alors, voilà donc des populations qui certainement ont été prises dans le piège d'un mauvais relief, qui se sont retrouvés dans vouloir construire tout au bord de la route et se sont installés sous la haute tension. Je pense que dans certaines situations, on aurait dit, on délocalise tout simplement les lignes de haute tension, on change d'endroit. Mais que non. Vous savez qu'au Cameroun, on a un principe, vous aimez trop parler, c'est déjà arrivé quand on a vu, monsieur Eric Fopoussi, c'est déjà arrivé quand on a vu. Laissez les choses, nous avons des équipes qui travaillent sur le terrain, alors que la réalité est tout autre au jour le jour. Donc, dire que nous allons laisser ces populations, c'est un drame. C'est un énorme drame. La vitesse avec laquelle, lorsque ce câble lâche, le feu, ça crée un incendie irréparable. Vous avez beaucoup de maisons qui sont là-bas en matériaux provisoires. Vous avez des maisons qui ont déjà fait de ce côté plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Dans cette zone, il y a des maisons qui ont mis assez de temps, qui sont, comme on dit au quartier, avant ma préparé. Si un câble vient à lâcher, vous avez des gens, monsieur Eric Fopoussi, qui ont creusé des fosses septiques près de ces pylônes de haute tension. Ben oui. Donc ça veut dire que ça peut chuter. Je ne sais pas, monsieur Fopoussi. Non, mais si vous j'ai été dites sur le terrain. non, ça peut. J'ai dit, j'ai été sur le terrain. Les gens ont créé des fosses septiques. Des domiciles. Ça veut dire que ça peut chuter. Mais je me demande que quel est le maçon qui a eu ce creuseur de qui a eu ce courage, monsieur Eric Fopoussi, d'aller creuser une fosse septique à côté de ces différents pylônes. Vous avez des gens qui ont fait des poulaillers en encerclant le pylône, je dis à Bédi, en encerclant le pylône. Les poulets sont à l'intérieur. Ils mangent le matin, ils viennent, ils lancent. C'est écrit là, vous voyez le danger, le panneau danger, acheté. Le gars passe, il dit ça ne sert à rien. Vous avez des snack bars. Le plus vous entrez à haute tension, vous avez un snack bar où les gens font pipi sur le pylône. Mais quand même, monsieur, quand même, non, on ne parle pas d'éducation civique. Qui leur a permis de construire là? Et on appelle ça haute tension. Au Yémaba, canconnel, haute tension. Essence canconnel, allez voir. Donc j'estime à un moment donné que nous devons, monsieur, il faut revenir aux fondamentaux, ce qui voudrait dire que nous avons un service. On a un service de protection civile, je ne sais pas moi quoi, qui devrait descendre et voir et réfléchir comment délocaliser. Cette direction est logée au ministère de l'administration territoriale, il faut dire ça comme ça. La direction de la protection civile au Cameroun est logée au ministère de l'administration territoriale. Vous avez des gens qui décrochent les téléphones portables. Les téléphones portables ne se valent pas. Parce que ça, il faut dire aussi aux gens. Il y a des téléphones portables de basse fréquence et des téléphones portables vraiment, comme les gens qui disent aujourd'hui que ça court seulement. Quand tu appuies, le téléphone court. Lorsque vous vous positionnez là en dessous de la ligne haute tension, il y a un jeu qui se passe. Donc, c'est impossible. Vous avez des snack bars qu'on vient créer. Vous avez des hôpitaux. Vous avez des écoles, monsieur. Il faut c'est là ce qui m'a choqué à Bédi. Vous avez des écoles. Imaginez-vous, vous envoyez votre enfant qui réside dans un endroit où il n'y a même pas de ligne haute tension. L'enfant vient s'installer, il y a un câble qui casse. Franchement, vous serez où? Voilà. En tant que parent, votre téléphone sonne. On vous dit, vous êtes au bureau, que comme vous voyez votre enfant vient de périr dans un incendie à cause d'un câble. Tout le monde va se placer pour tirer sur Eneo. Mais la première responsabilité, c'est nous et c'est l'État. Karine. Monsieur Fopoussi, aujourd'hui, les lignes de haute tension vont déjà jusqu'à plus de 75 000 volts. Et vous imaginez que quelqu'un qui vit en dessous, facilement, il pourra avoir des problèmes auditoires. C'est-à-dire auditif. Ça veut dire qu'un jour même, vous allez lui parler, il va vous dire que
Tu dis quoi? Et dedans, ça grisouille dans les oreilles. Toutes ces personnes qui habitent souvent sous ces lignes de haute tension là ont souvent ce genre de problème, c'est-à-dire les troubles de sommeil, les troubles de mémoire. Parfois, ils sont même irritables en société. Donc, quand vous parlez à quelqu'un, c'est facile pour lui de se fâcher. Ou c'est facile pour lui de s'énerver. Parce que, généralement, il vit constamment avec du bruit. Un bruit qu'il ne peut pas attraper ou qu'il ne peut pas ni baisser, ni augmenter le volume. Parce que le bruit n'émane pas de lui. Du coup, parfois dans la rue, il va vous dire que dans sa tête, ça grisouille. Dans ses oreilles, ça grisouille. Mais on vit au-dessous et sous le regard de nos autorités. On a des mairies, on a des sous-préfectures, on a des préfectures, on a même jusqu'au délégué du gouvernement. Mais personne ne peut mettre en garde les populations par rapport à cela. Il y a quand même une campagne de sensibilisation. Je pense que ces populations, même parfois, ne savent pas que là où elles sont là, elles sont sous le danger. Alors moi je ne sais pas, moi c'est comme si j'ai une vision. Moi, je dis sincèrement, je vois des gens aller en gouache chez Bafoussam faire un peu de cinéma. Sincèrement, j'ai le sentiment que quelque chose peut arriver en Gousso. J'ai le sentiment que quelque chose peut arriver en Gousso. Oui, j'ai ce sentiment-là. Avec la ligne là. Oui, c'est arrivé comme ça. Je vous assure, en Gousso, c'est grave. Et je commence à voir les mêmes personnes aller là-bas faire le réconfort et tout ça. Maintenant, j'ai le sentiment que... Non, j'ai une vision. J'ai le sentiment que quelque chose va se passer là-bas et je revois justement les mêmes ministres qui vont débarquer là-bas avec les gros discours. Oui, on prend des mesures sans que la bille soit cousue. Je veux dire, il y a quand même des choses dans ce pays... Quand même dans ce pays qu'on doit prévenir. Gouverner, c'est prévoir. En tout cas, cette vision-là, je ne sais pas qu'elle se réalise, mais au moins que l'on sache qu'on peut prendre des mesures tout de suite et maintenant, quel que soit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, quel que soit ce que ça peut coûter socialement, on doit rapidement prendre des mesures pour éviter un drame qui serait plus grave que Ngouaché en Gousso, du fait d'un câble qui lâche sous la haute tension. Je dis sincèrement, faites attention. Mais vous voyez quand même que des quartiers, vous voyez un pays où des quartiers s'appellent haute tension, monsieur. Voilà, tout à fait. Des quartiers. Donc des gens vivent sous le danger et ils donnent le nom au danger. Voilà. Haute tension. Ok, on va faire tout de suite la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur. Restez avec nous, c'est Karine Sontia qui s'en occupe. Premier sujet de la revue des réseaux sociaux ce matin. On s'intéresse à cette 37e année du renouveau qu'on célèbre aujourd'hui. C'est vrai que la plupart des personnes qui célèbrent ce renouveau-là sont dans le rassemblement du peuple camerounais. Mais ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que c'est aujourd'hui, en 1982, que le président Paul Biya a accédé à la magistrature suprême en nous promettant beaucoup de monts et des merveilles, en nous promettant la rigueur et la moralisation et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui encore, lorsque les Camerounais regardent autour d'eux, ils voient que si rien n'a changé, oui, plutôt, ce qui a changé, c'est a changé en régressant. Quel est le bilan que les Camerounais font du renouveau sur la toile? On a vu cet échange du RDPC, des députés du RDPC à l'extrême nord, qui décriaient la situation dans laquelle les populations vivent et ainsi de suite. Ils ont vu finalement que, étant donné que c'est la fille du renouveau, finalement, la fille n'a pas grandi. La fille est née du renouveau. Alors moi, sincèrement, d'ailleurs, cette image-là, on va revenir sur le bilan, mais alors, ce qui est intéressant de décoder et de comprendre avec cette affaire, bon, Bengan, je me réfère à vous. Vous êtes un ancien, vous avez vécu ces moments-là. 6 novembre 1982, on est un samedi en 82, quand Paul Biya prend le pouvoir, il remplace Amadou Ahidjo. Quand Ahidjo annonce qu'il part, il y a des scènes de liesse au Cameroun. Les gens sont très contents, les gens croient et il y a de l'espoir qui naît parce que Paul Biya, qui est jusque-là Premier ministre, va prendre la place de Ahidjo. Beaucoup se suscitent, beaucoup experts en Paul Biya, le sauveur, le changeur, parce que l'on sort d'une ère très compliquée pour les Camerounais. C'est ça, c'est le message que les Camerounais voulaient envoyer? Absolument, oui. Absolument. Oui. Parce qu'il faut dire que la police politique qui a changé de nom, qui a commencé par service de la documentation CEDOC, direction de la documentation DIRDOC, qui est devenu CNR, donc Centre National pour la Recherche, qui est devenu aujourd'hui DGRE. À l'époque, on pouvait monter votre propre fils contre vous. Si
On vous arrêtait, ils étaient tolérés, quelquefois même disparaissaient. Où on disait à cette époque que les murs ont les oreilles. Donc c'était le totalitarisme intégral. Intégral, hein. Donc un jeune homme arrive, très beau, très bel homme, et bon, il a 49 ans. Il a 49 ans, et ceux qui ne le connaissaient pas, surtout qu'il avait, j'allais dire, les mêmes propres dans ce sens que il n'avait jamais dirigé un département ministériel pour qu'on puisse savoir ce qu'il est capable de faire ou pas. Donc il était, j'allais dire, propre. Comme on dit, bon, parce que les autres, on disait de Samuel Leboa un peu quelque chose, on disait de Ndam Joya, de Yondo Marcel, de Aïssi Vodo, des autres, Guillaume Bouélé et tout ça, on les connaissait. Mais lui, non, il était un homme vraiment propre. Donc caractère naturel, un bel homme arrive. Et là aussi, les femmes nous ont embobiné dans cette histoire. Hein. Elles ont inventé une chanson. Paul Biya, toujours Shoga, mais voilà. Bon, c'est vrai, il est toujours Shoga. Mais alors, on a oublié l'essentiel. Oui, on a oublié l'essentiel. Mais qu'est-ce qui s'est donc? Parce qu'après, il faut quand même dire qu'en 82, c'est la lune de miel. État de grâce pour Paul Biya qui arrive, tous les Camerounais sont contents, il y a beaucoup de plaisir. Mais comment en arrive-t-on à cette désolation? Quand est-ce que tout cela devient un cauchemar? En réalité, pour ceux qui suivaient l'évolution politique du Cameroun, on sait que le pouvoir était coincé. Il était déjà dans l'impasse politique. Ahidjo se trouvait dans l'impasse. Vous vous rappelez très bien que le 20 mai 1982 aurait pu être, j'allais dire, la célébration d'une grande fête de l'unité nationale. C'était quand même 10 ans après, après 72. Oui. Mais aucun président, aucun chef d'État n'est arrivé à Yaoundé. Même le président Oultaya de Mauritanie, qui était l'ami personnel d'Ahidjo, n'est pas venu. On nous dit que Bongo est arrivé à l'aéroport de Yaoundé lorsqu'on lui a dit qu'une personne était venue, il est rentré. Donc, et le 21 juin, quelques temps après, Tandem on a conduit une délégation au palais. On demande, comment je vais dire ça, une motion de soutien au chef d'État. Mais quel soutien? Il y avait donc la France derrière et Mitterrand qui était décidé que Ahidjo devait partir. Ahidjo devait partir et son poulain, le poulain de la France devait prendre les rênes. Bon, là c'était réservé pour ceux qui avaient des entrées dans les appareils du gouvernement. Mais pour le public, ils voyaient... à partir de quel moment les Camerounais se rendent compte que les espoirs qu'ils ont fondés en Paul Biya devaient s'assoupir complètement? Un mois après. J'allais même juste dire... un mois? Un mois. Oui, un mois, parce que dès qu'il prête serment, ce samedi 6 novembre, il y a une bagarre qui a commencé, qui n'est pas restée entre son ami et camarade de classe qui s'appelle Georges Ngango, professeur Georges Ngango, et celui qui était secrétaire politique s'appelle François Singako. Georges Ngango estime que les postes politiques doivent être occupés comme cela. Il ne voulait pas un remaniement ministériel. Aujourd'hui, il y avait le remaniement ministériel. Mais il voulait que renouveau, le terme qu'il a utilisé, c'est renouveau veut dire les hommes neufs. Au sein de l'appareil donc administratif, il faut mettre les gens en édition. Et Singako lui dit, renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes neufs. C'est des idées qu'il faut faire la promotion. Il y a donc également un secrétaire général à la présidence de la République qu'on appelle Jean-Marie Zambou, qui lui commence donc à mettre, comme celui qui est là maintenant, hein, c'est comme si c'était un virus. Donc, le secrétaire général, le président de la République commence à mettre ces gens. Bon, on n'est pas Bonbon qui a fait ceci, donc on commence à tisser comme ça les réseaux. Et c'est ça qui a laissé penser aux gens que Paul Biya, lui, il est bon, c'est son entourage qui est mauvais, alors que c'est lui qui a donné les instructions. Autre chose, ce débat-là est arrivé, je l'ai dit, à la place publique. Autre chose qui coince le magistère de Paul Biya, c'est moins d'un mois. Je pense que c'était le 19 novembre déjà. L'Union nationale camerounaise doit tenir un conseil général au palais des congrès. Oui, le parti unique. Le parti unique. Qui doit arriver le premier? Ahidjo est président de l'UNC. Paul Biya est président de la République. Qui doit arriver le premier? L'entourage de Paul Biya lui dit non, c'est toi le président de la République. Ce n'est pas normal, il faut qu'il t'accueille, ainsi de suite, ainsi de suite. Ahidjo joue le jeu
laisse faire. Donc, je veux dire, ça bloque et les tiraillements commencent. Donc, dès cet instant, on a vu que le président Biya a plombé lui-même l'engagement qu'il avait pris, parce que serment l'a dit, je ne faillirai point à mes engagements, tout ça, il a déjà commencé à être bloqué. Au point où on va j'allais dire, de tiraillement à tiraillement, voilà, de tension, et ça éclate. Et l'autre chose aussi, on commence à dire, ah oui, mais les gens du Nord ne veulent pas, Ahidjo ne veulent pas, Ahidjo, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Mais toujours est-il que on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas un complot du Nord contre les ceux du Sud. Ahidjo était vraiment parti. Mais sa présence influençait. Qu'est-ce qui a donc amené le chef de l'État, Paul Biya, à faire ce qu'un commissaire a rendu public et que nous on connaissait, à dire qu'on voulait le tuer lors de la finale Canon-Union, le 20 août 1983, alors qu'il n'y avait pas un coup d'État? Il indexe les deux aides de camp. Le 20 août, on est à moins un an. On est à moins d'un an. Moins d'un an. Et d'abord, lui, il a provoqué un autre dysfonctionnement dans son appareil. Le samedi 18 juin 1983, il procède à un remaniement ministériel qu'il enlève 6 barons du régime. Qu'il embête du régime d'Ahidjo, notamment, et les projets sont terminés. Il enlève Aïssi Vodo de l'administration territoriale, Samuel Boïta, l'agriculture, avec tous les projets que cela comporte, il enlève. Guillaume Bouele était l'information de la culture, il enlève. Eteme Oloatanas était à la santé publique, on l'enlève. Sadou Daoudou était ministère de la Défense, des Forces armées, c'est comme ça qu'on l'appelle, on l'enlève. Ministère de l'urbanisme et de l'habitat, c'était Amadou Moustapha, on l'enlève. Le même Amadou Moustapha qui est revenu. Donc, ça bloque. Donc, ça veut dire que la transition d'Ahidjo à Biya n'a pas été préparée. N'a pas été préparée. C'est clair, ça veut dire que ça n'a pas été préparé. Oui. Même Henri Bandelo a dit un jour que lorsque l'avion du président, il a dit ça dans son livre, comment il appelle ça, la flamme, la fumée. Il a dit que lorsque l'avion de Yaoundé part à Garoua, le président Biya est resté à l'aéroport pendant un instant. Regarde, l'avion est parti. Il a fait un temps relativement long pour se tourner, venir entrer dans sa voiture. Et se rendre compte qu'il est président. Voilà, et se rendre compte qu'il est président. Oui. Donc, pourquoi cela? Donc, en fait, la France a manigancé ces choses. C'est vrai que Samuel Eboa raconte dans son livre que quand Ahidjo décolle de Yaoundé pour Garoua, il y a beaucoup de gens qui sont en pleurs, qui ne veulent pas qu'il parte. Beaucoup regrettent parce que on va dire que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Il y avait quand même beaucoup de gens sont en pleurs. Oui, beaucoup de gens sont en pleurs et ne comprennent pas. Oui, mais le président bien lui-même en train de pleurer. Il a écrasé une larme, oui. Oui, donc il y a ce sentiment mêlé qui vont avec. Alors, Chalamel, quelle explication donnez-vous à cette liesse qu'il y a eu à l'arrivée du président Paul Biya en 82 et le désenchantement qui a eu lieu juste après? Monsieur Eric Fopoussi, moi je ne vis pas sur les souvenirs, je vis sur le présent. Demandez-moi le présent en 37 ans, je vais vous dire. Le souvenir, oui, Bonpok nous a raconté, mais c'est passé. On se rend compte que s'il fallait refaire, est-ce qu'on allait encore accepter qu'on refasse cette erreur, monsieur Eric Fopoussi, l'ayant vécu? Non. Est-ce que les Camerounais ont eu leur mot à dire pour cette transition? Monsieur Eric Fopoussi, c'est pour ça qu'on nous a pris par lâcheté. C'était une lâcheté. Quand on l'a fait, vous savez, ça tombait des nuits. Quand on a annoncé, il y a des gens qui ont eu des crises, qui ont fait des crises. On ne vous a pas dit, en termes de bilan, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des crises qui n'en revenaient pas, monsieur Eric Fopoussi. Mais comme Bonpok a dit, les femmes ont réussi à emballer les individus, emballer leurs époux et tout. On s'est retrouvés à suivre le shoga. Oui, ce n'était pas faux dès le début, non, monsieur Eric Fopoussi. Mais s'il fallait faire un bilan sérieux de ces terres, aujourd'hui, on entre dans l'an 38, comme eux-mêmes ils ont choisi de baptiser. L'an 38, c'est beaucoup de récriminations, c'est beaucoup d'interrogations mêlées à ce qu'on appelle des sueurs nocives. Nous avons la misère, monsieur Eric Fopoussi, la misère des ex-employés des entreprises liquidées comme la Biao, qui jusqu'à aujourd'hui sont encore en train de pleurer. Ce passif, l'ONCPB, ils sont encore en train de pleurer. Jusqu'à aujourd'hui, en 38 ans après cela,
on se retrouve encore à avoir des gens qui disent que notre argent est calé dans la bia ou la bia. Mais vous imaginez porter cela, M. Éric Fopoussi, c'est vivre avec la nostalgie. Vous avez une galère qui ne dit pas son nom. Vous avez l'abandon du système hospitalier dans tout son sens. C'était la prunelle des yeux d'Aïdio. La prunelle des yeux de la santé, M. Éric Fopoussi. Il avait fait en sorte qu'on n'avait pas besoin qu'une maman quitte Marois pour venir se soigner à Douala, M. Éric Fopoussi. Comme on le vit aujourd'hui, où la maman doit prendre rendez-vous, venir 3 jours après, dormir à la gare ferroviaire pour attendre le jour où elle doit être consultée, ou aller le faire, ou aller dormir aux alentours des mosquées. Aller à la mosquée, nous on a fait la mosquée de la briqueterie. Vous voyez des mamans, elles arrivent là-bas, elles saluent tout le monde, elles se couchent là, elles passent la nuit aux alentours de la mosquée parce qu'elle a rendez-vous avec un médecin. Ça fait mal. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Jusqu'en 30-38, on n'a pas d'eau. Pourtant, les 58 départements portent le nom des différents fonds. Nous avons le Vouri, nous avons l'Intem, nous avons le Cam, nous avons la Benoué. Mais on ne parvient pas à boire de l'eau. Nous avons une énergie absente en 38 ans. Donnez-moi de manière continue, monsieur. Oui, Chalamel, oui. Vous avez posé ça, vous dites, mais on comprend, on sait que le bleu. Mais sauf que pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer justement ce problème? Ça. Monsieur Éric Comment on Fopoussi, explique ça? L'absence de vision, l'absence de projection, l'absence d'avoir. Monsieur, vous savez, monsieur Éric Fopoussi, lorsque vous aimez une femme, que vous souhaitez épouser, vous commencez à projeter. Je veux lui acheter les make-up. Je vais lui acheter. Il faut qu'elle porte les mini-jupes. Vous commencez à aller au marché. Vous achetez les mini-jupes. Vous achetez les tissus. Pendant que vous cherchez à coudre, vous projetez, monsieur Éric Fopoussi. Il faut que son ventre reste toujours plat. Après les grossesses, vous l'envoyez au masse le ventre. Elle fait les trucs. C'est vous qui projetez, monsieur Éric Fopoussi. Je prends cet exemple pour dire, s'il y avait eu un seul projet, c'est que nous avons des mini-cités en bois. C'est qu'on n'est pas derrière le ciment. On a plus de 5 cimenteries, monsieur Éric Fopoussi, avec une qu'on va bientôt construire. Le ciment coûte combien? Permettez-moi de dire la vérité. Qu'on dise qu'en 37 ans, on continue à payer le ciment cher, monsieur Éric Fopoussi. Vous pouvez vous offrir un terrain à Douala. Vous pouvez construire une maison à Douala. Vous pouvez avoir de l'eau. C'est-à-dire, lorsque vous sortez, vous avez des gens qui boivent de l'eau pourrie dans les concessions. Parce qu'on est obligé de remplir les jerrycans. Je peux revenir là, on a coupé l'eau une semaine. Je fais comment? Mais c'est pas sérieux, monsieur Éric Fopoussi. Je dis, c'est pas sérieux. Nous avons la guerre aux nozo. Nous avons l'éducation biaisée. Il n'y a aucun programme du nationalisme camerounais dans les programmes scolaires. On enseigne quoi à nos enfants, monsieur Éric Fopoussi? Qu'est-ce qu'on peut former? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les fils à papa qui prennent à l'an 38, monsieur Éric Fopoussi. Alors, nous avons offert l'essentiel du sous-sol et du sol aux étrangers, tuant l'économie locale. Quel est l'entrepreneur qui a réussi, monsieur Éric Fopoussi? S'il vous plaît, Chalamel. Donc pour le tribalisme, j'ajoute même encore le tribalisme, qui est en train d'atteindre le pic, monsieur Éric Fopoussi, en 38 ans. Alors, vous ne voyez rien de bon en 37 ans? La liquidation des entreprises, monsieur Éric Fopoussi, on a liquidé pratiquement toutes les entreprises. Les hécatombes terrestres, les hécatombes ferroviaires, monsieur Éric Fopoussi. Bon? Voilà. C'est des bonnes choses. Rien de positif dans ce bilan, Chalamel? Les multiples crises professionnelles, socio-professionnelles que nous avons eues. Le gré à gré, on a laissé on a jeté les employés en pâture aux employeurs. On touche combien, les gens touchent combien dans les différents services, monsieur Éric Fopoussi? Voilà l'an 38 que vous voulez dont on parle. Les personnes qui célèbrent cet anniversaire-là, on a des gens qui sont en deuil. Qui sont en deuil parce que moi, je suis en deuil. Eux, ils célèbrent 37 ans dans la mangeoire et nous, on célèbre en face 37 ans affamés. 37 ans sans voiture, 37 ans sans avoir de frères qui puissent aller dans une école où tout le reste de la famille va pouvoir respirer. 37 ans sans pouvoir se soigner parce que M. Mbachou nous a dit hier, sa mère est quasiment morte parce qu'on soignait quelqu'un d'autre. Parce que lui, il faisait certainement partie de ces gens qui célèbrent l'anniversaire. Puisque lui, il était en face, non, il n'aurait pas pu bénéficier de ça. 37 ans avec des inondations dans des hôpitaux. Monsieur Fopoussi, moi je sais pas. Monsieur Mbachou, au début de l'émission, a parlé des gens qui célèbrent de ces élites de l'Ouest, qui célèbrent un jour anniversaire alors qu'on n'a même pas encore trouvé une issue pour des personnes qui sont mortes récemment. On a encore la route qui se fissure, mais ces élites ne se sont pas prononcées dessus. Sauf si moi je suis passée à côté de ça. Personne ne s'est prononcé dessus. On célèbre un anniversaire alors que les enfants vont à l'école et sont assis sur des parpaings. 37 ans dans un pays normal. On n'a pas un avion présidentiel. C'est une bonne chose. Peut-être encore, moi je suis un peu à côté de la plaque. Mais c'est un échec.
un échec cuisant. Et en principe, la population de l'Ouest ne devait même pas assister à ça. Parce qu'on va venir, on va vous donner je sais pas quoi, des pagnes ou bien des bars ou bien de la sardine, je sais pas trop quoi, alors que vous n'avez même pas encore enterré vos morts. Et vous serez là. Et ce sera de la traîtrise envers vos frères qui sont morts. Vous les laissez célébrer leur anniversaire parce qu'on ne sait pas pourquoi eux ils festoient et vous faites votre deuil. Juste appuyer qu'il y a certains qui sont partis qui sont là-bas depuis vendredi dernier, et qui sont à l'ouest depuis vendredi, qui ont déserté les ministères, qui ont déserté la fonction publique pour aller préparer l'organisation de cet événement. Monsieur Foupoussi, vous vous rappelez quand même qu'à une certaine époque, on jugulait beaucoup de sport au Cameroun. Quand le sport était florissant, le sport donnait des victoires au Cameroun, au moins on pouvait utiliser le sport pour nous amadouer et nous dire que le président de la République fait des choses pour le Cameroun. À un moment donné, il y avait la paix. On nous disait que la paix, vraiment, malgré tout ce qu'on fait, on peut quand même se déplacer au Cameroun d'un bout à l'autre sans problème, malgré ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On nous disait aussi que les gens ont la liberté d'expression, les gens parlent comme ils veulent. C'est vrai qu'on nous en train de parler comme on veut, mais on a quand même vu des cas des personnes qui sont enfermées, qui ont fait la prison, certains qui sont décédés en prison parce qu'ils ont parlé. Donc, au Cameroun, aujourd'hui, quand même, on a envie de dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, qui ont réussi. Le renforcement de la sécurité que certains nous ont dit, on ne voit pas. Le port de Kribi, qu'aujourd'hui, on célèbre après 37 ans, on a un port avec un Cameroun qui est bordé d'eau partout. C'est comme si c'était une grande prouesse. Tous les enfants qui ont 37 ans aujourd'hui, monsieur Foupoussi, soit ils sont mariés, ils ont des enfants, soit ils ont voyagé, ils ont construit des maisons à leur famille pour certains. Pour nous, Non, reprécisez s'il vous plaît. Parce que là, je n'ai pas compris. Soit ils ont voyagé. Oui, soit ils ont voyagé. C'est de là-bas qu'ils ont envoyé l'argent aux parents pour faire des constructions. Ceux qui sont ici, ils sont sur des motos. Ils conduisent des motos pour tout le monde. Et on les utilise comme moutons de... Non, je vais pas dire ça. Comme mouton de Parnuche au moment où il faut faire les campagnes politiques. Et aujourd'hui, quand même, on n'arrive pas à calmer une émeute dans une ville qui fait trois jours complètement juste parce que quelqu'un a discuté une femme avec l'autre. Après 37 ans, on est quand même censé avoir des édifices de sécurité et pour amener de l'ordre vraiment adéquat. On n'arrive pas à le faire. À 37 ans, on nous parle de liberté d'expression, liberté de manifestation et tout. On arrive quand même à ne pas sécuriser une marche qui est déjà qui a déjà reçu la bonne question qu'on est appelé aujourd'hui à se poser, c'est: sommes-nous patriotes, monsieur Eric Foupoussi? Est-ce que ceux qui nous dirigent sont patriotes? Est-ce qu'on est patriote parce qu'on dit qu'il doit rester au pouvoir, parce que le régime doit rester au pouvoir, ou on est patriote parce qu'on est en train d'écrire et de se dire être des opposants? C'est là où est la question, monsieur Eric Foupoussi. Parce que pour célébrer cela, il faut se poser cette question. Aujourd'hui, vous avez les gars du Carbab qui sont en train de gréver, monsieur le Centre africain de recherche sur les bananiers plantains. Ils sont en train de gréver. Depuis 2000, ils n'ont pas de salaire, monsieur le Foupoussi. Depuis 2000, l'an 2000, ils n'ont pas de salaire. Pour certains, vous avez ceux qui depuis 28 mois n'ont pas touché. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Ils n'ont pas le droit d'envoyer les enfants à l'école. Quand même, monsieur le Foupoussi. Également des employés de Badjeni qui sont à 10 mois de salaire actuellement. Alors moi, j'ai envie de dire, tout à l'heure quand j'évoquais un exemple positif de ce bilan, je m'attendais à ce que vous déconstruisiez tout ce qu'on a entendu jusqu'ici, des grands discours. Chance, Karine Sondia a commencé par évoquer le terme paix qui avait été d'ailleurs utilisé, on va dire à foison, pour nous expliquer que le Cameroun est en paix et que malheureusement, Rebelote, l'extrême nord est arrivé et le nord-ouest et le sud-ouest sont arrivés aussi. Donc on a laissé passer la paix. On a commencé dans les toutes dernières semaines à nous sortir des termes de panafricanisme, de souveraineté, d'un président qui protège le Cameroun, et Rebelote, Jean-Yves Le Drian, est arrivé. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné dans ce pays, chaque fois qu'on avance un bilan positif, il y a toujours un fait qui vient nous rappeler, nous sortir du sommeil et nous dire que monsieur, rappelez-vous que voici la réalité. Donc c'est ça en fait. Souvenez-vous, à la campagne électorale, les gens nous ont berné en nous disant que le Cameroun est le pays qui va dire non à l'Occident. Nos ressources naturelles sont protégées, les puissances étrangères ne vont plus venir nous imposer nos choses. Malheureusement, Jean-Yves Le Drian, qui est un Breton,
est arrivé au Cameroun et on a vu ce qui s'en est suivi avec le port de Douala. Donc, il faut quand même qu'on soit tout à fait lucide au moment de parler du Cameroun, malheureusement. Alors, on va poursuivre cette revue des réseaux sociaux, Karine. On va poursuivre cette revue des réseaux sociaux avec le lycée bilingue de Bonasama. Un sujet qui fait parler beaucoup la toile depuis hier. On a un gendarme qui est arrivé, qui accompagnait une élève dans un lycée et elle est arrivée en retard, c'est-à-dire 30 minutes après, 7h30 à 8h. Arrivée à l'école, elle est censée suivre la punition de tous les retardataires. Au moment de passer à cette punition, la personne qui l'a raccompagnée, ce gendarme que vous voyez en image, s'y est opposé. Et il a décidé qu'il va battre sur tous les censeurs qui étaient au portail. Et voilà comment la situation s'est embrasée. Les populations sont sorties, les élèves et autres. On a fait appel au sous-préfet de la localité qui est arrivé. Et c'est là où il s'est enfui. Ok, bon, Charles. Non, je voudrais qu'on reste sur l'image. Il a une alliance au doigt. Il a une alliance au doigt, donc il est marié. Et il accompagnait qui? Une élève, c'était sa petite sœur. Alors, les dernières informations que nous avons avec Jacques Bessala expliquent qu'il a dit que l'élève de Terminal A4 qui l'accompagnait était sa fille. Ce jeune homme? Oui. En Terminal 4. Oui, était sa fille. Et bah, Sauf que, Il a 40 ans. sauf que Jacques Bessala dit que il y a un flou et que il n'est pas très certain que ce soit vraiment sa fille et que ce soit plutôt sa petite. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore plus sur qui cette jeune fille est pour lui, mais Jacques Bessala est clair et formel, et elle ne peut pas être sa fille. Alors Bobok, moi ce qui m'intéresse c'est qu'on tabasse un censeur. Hein. Oui, c'est ça qui justement. Parce qu'il faut expliquer. Au lycée bilingue de Bonasama, lorsque vous êtes élève et que vous arrivez en retard, il y a une règle qui a été fixée Règlement intérieur. à l'école. Vous remettez votre sac au surveillant. Vous sortez du portail, à 50 mètres du portail. Vous prenez la cour, le sprint. Vous courez. Vous allez arracher le sac au surveillant et vous allez en classe toujours en courant. très bien. Chaque matin, tous les élèves qui sont en retard savent que c'est ce qu'il faut faire. Sauf que hier là, Ce représentant de la loi a dit que moi, c'est la elle fait pas ça. Que c'est pas elle. Donc, vous voyez, ça a suivi donc cet incident où on a brutalisé deux censeurs. Sauf que, effectivement, l'élève, elle dit, elle veut se soumettre et elle s'est d'ailleurs soumise à cette discipline du lycée. Oui. Or, elle est entrée et lui, l'homme de loi, il lui dit, Interpol vient frapper sur les enseignants. Non, il y a ce caractère et on a vu ça sous le renouveau. Même ici au collège Liberman, j'ai un aîné qui m'a dit qu'un jour, lui, il accompagnait aussi son enfant. Et il y avait un fils d'un bobo qui, lui, tous les matins, mettait 10 000 francs aux femmes qui vendaient là et tout. Maintenant, le gardien qui, lui, est donc mu de nos idées à nous, il dit au garçon, mais 10 000 francs, bon, il dit que non, c'est pas possible. Maintenant, quand il se plaint près de son père, qui vient lui dire, mais ton fils, tous les matins, vraiment, c'est pas bon, il dit, mais de quoi tu te mêles? Si tu es pauvre là-bas, tant pis. Et l'aîné l'a été à la compagnie, lui a dit, mais c'est vous qui êtes pauvre. D'accord. Et donc, j'ai dit, pourquoi j'ai envie de dire, c'est vous qui êtes pauvre. Donc, en réalité, moi, le comportement du sous-préfet et des autres autorités m'a plu. Ils ont dit, d'abord, ils ont saisi le commissaire du gouvernement par rapport à cela, pour protéger le rouleau compresseur. Oui, il faut. Voilà, tout à fait. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, on va tout de suite basculer sur Interpellation de ce matin. À tout de suite. Moi, je pense qu'on devait diminuer le prix de les taxes, le patent et toutes ces choses. Comme ça, à ça que beaucoup de nos frères et nos sœurs pas investir que hors de pays. Si on pouvait baisser le prix de toutes ces choses, nos frères, nos sœurs qui sont allés investir dehors vont rentrer ça, voilà, et sur le Cameroun. Et ça, ils vont donner. Mais aussi longtemps que c'est cher et toutes ces choses, le patent, les taxes sont chères. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes comme nous qui ont essayé de faire le business au Cameroun, ça n'a pas donné. Parce que quand on commence, après il faut payer ça, après le papier et toutes ces choses.
Après, on commence à prêter l'argent et faire toutes les choses. Après, on ferme. Et à cause de ça, nous sommes dans le chômage. Si on pouvait baisser le prix et tout ça, moi, je pense que ça va donner. Et le problème des anglophones aussi, il faut seulement que ça peut être ce que les anglophones le demandent, que la fédération. Moi, je pense que si ils acceptent ça, ça va donner. Alors, on entend de gros discours sur le discours, le Cameroun est-il une terre attractive en termes de climat des affaires, en termes d'impôts. J'entends un débat de nombreuses personnes qui malheureusement sont de mauvaise foi, qui vous disent que est-ce que les Camerounais payent les impôts? Donc moi, j'aimerais quand même qu'on s'entende. Hein. Le Cameroun a un système d'imposition indirecte. Ça veut dire que tous les Camerounais, quand vous achetez un stylo ou le pain le matin à la boulangerie ou je ne sais pas quel autre article manufacturé, dans le prix là, il y a des taxes qui sont prélevées et donc vous contribuez au budget de l'État. Absolument. Quand on dit l'argent du contribuable, ce n'est pas un truc qu'on dit en l'air. Ça veut dire que si vous achetez rien que le pain le matin, je ne sais pas s'il y a ou la tomate, n'importe quoi, vous contribuez déjà à la caisse, aux recettes de l'État du Cameroun. Donc l'argent qui est là, c'est le contribuable camerounais. Je vais faire cette précision parce que, en disant, est-ce que les Camerounais paient les impôts? Non, c'est parce qu'on ne paye pas l'impôt direct que nous ne sommes pas des contribuables. Attention. Bon, Robégan. Oui, effectivement, les Camerounais payent bien l'impôt. Oui. Et l'impôt. Mais là, je pense que le compatriote, dans son cheminement, il y a ce qu'on appelle le consensus de Washington. Et on a demandé ce que vous appelez la mondialisation. Le premier point, c'est de faire payer les impôts aux plus pauvres. Quand vous entendez souvent l'élargissement de la CPA, comment faire payer l'impôt aux plus pauvres et ne pas faire payer l'impôt aux plus riches? Voilà ce que nous bloquons. On vous dit même le coiffeur au quartier, même vous vendez même le butacola. On vous dit au TVP, on vous fait des trucs. Oui. Quel impôt on ne paye pas? Justement, et vous répercutez ça sur vos clients. Absolument. Ouais. Donc il est question, dans un premier temps, si l'angle 38 du renouveau commence, qu'on nous crée des entreprises. Si on dit qu'on a des hautes tensions, qu'on ait au moins 400 entreprises qui sont branchées à la haute tension. C'est-à-dire qu'on crée les industries. Une transformation est là, on verra. Je rappelle que Kagame, au Rwanda, a signé un contrat en Russie pour l'installation d'une centrale nucléaire là-bas. Hein. Voilà. Et ici, chez nous, quand il pleut, on vous coupe la lumière 3 jours. Voilà. Aider à même qu'on appelle vu lumière et rester 3 jours sans lumière, dans l'obscurité. Voilà. Donc, il y a une obstination camerounaise à la médiocrité, malheureusement. Alors, Karine, on va lire quelques messages. Je suis épousée de Deido. Le bilan de 37 ans de pouvoir, c'est la disparition de la BIAO, l'ONCPB, Fonader, le CAPME. Je pense que c'est ça, CAPME, Cefameroun Bank, Kamchi, non, c'est Cameroun Bank, Kamchi, Camer, CNCE, Sodecao, Régifercam, etc. Voilà le bilan. Un autre message, en 37 ans, le positif est le 237 n'appartient plus aux Camerounais et donc le renouveau a atteint au vu de son maître, le blanc, son objectif. Jeannot de Yaoundé, qui nous écrit ce matin. En 37 ans, les Camerounais n'ont pas d'eau à boire, eau potable. Le Cameroun étant deuxième bassin hydraulique. Les enseignants qui jouent au pari-foot dans les salles de classe. Vraiment pitoyable pour ce monsieur et ses créatures. Oui, en amphi 700 à Yaoundé. Non, mais j'ai rencontré ce matin, très tôt le matin, à 4h45 minutes, je sortais et je vois un jeune qui me oui, il est un peu apeuré, il a peur qu'on l'agresse et tout ça là. Donc du coup, il vient vers moi et je lui dis, mais où vous allez? Il dit, monsieur, je sors là, c'est rare que je sorte le matin à cette heure-ci. J'ai peur qu'on m'agresse, donc est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je dis, bah écoute, pas de souci. Et donc en cours de route, il m'explique qu'il est d'abord étudiant de physique à l'université de Douala et qu'il se rend actuellement donc à l'école au campus de l'Orbessou. Et il me dit que s'il ne va pas à l'heure là, il n'aura pas de place. C'est à même le sol qu'il va sortir. Non mais c'est quand même terrible. Et il m'explique que lorsque les cours finissent et qu'il faut sortir, bousculade. Non, il dit on ferme les portes et on se porte par la fenêtre parce qu'il y en a d'autres de biochimie qui vont entrer
Et ceux-là sont aussi très très nombreux. Et On ferme la porte et les gens sautent par la fenêtre. Et dit, mais ce pays, c'est terrible. Nous, à notre époque, nous on sortait à 4 heures pour aller à la FICI 600. Mais si aujourd'hui, c'est toujours comme ça, mais c'est terrible. Et nous, à l'époque, nous faisions droit. C'était en fait des filières qui étaient très courues à l'époque. Donc on pensait que les physiques n'étaient pas trop courus. Mais aujourd'hui, même en physique, les gens doivent... Mais c'est bien, attention, mais... C'était prévu dans la feuille de route qu'on a transmise au président Paul Biya. Oui. Aïdjo lui avait dit, fait des prévisions qu'en 2025, nous serons à 40 millions d'habitants dans ce pays. Donc, c'était prévisible qu'il fallait créer des universités et 4h45. Absolument. Absolument. Mon Dieu. Il arrive, il attend au portail jusqu'à ce qu'on ouvre. Il y a trop de lycées, trop de collèges dans les villages, trop de collèges. Quand ces enfants-là sortent, vous pensez qu'ils vont aller où? Si vous ne parvenez pas à les retenir là-bas, ils sont obligés de se ruer vers Douala ou se ruer vers Yaoundé. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va s'arrêter là pour ce matin. Madame, Monsieur, passez une très très belle journée. On va se retrouver demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.